On va pas se mentir. On vit dans un monde qui parle fort, mais qui écoute mal. Ici, on fait l'inverse. On prend le temps. Et aujourd'hui, on écoute. Vraiment. Assalamu alaikum Mehdi. J'espère que tu vas عليكم bien. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟ Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Masha'Allah, t'as le visage rayonnant. C'est la lumière. C'est la lumière. Mais ouais. Mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait longtemps. Ça fait Alhamdulillah. longtemps, ça fait longtemps. Et puis, on J'ai eu va, on moult, va. j'ai eu moult péripéties Eh ben, tu vas nous raconter tout ça. C'est vrai. médicales, C'est vrai. judiciaires. Bah, tu vas nous raconter tout ça, Inch'Allah. Et on va commencer cet épisode, Mehdi, par une question toute simple. On va pas commencer par ce que tu fais, mais par qui tu es. Donc, si tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît. Donc, je me nomme Rudy Terranova. Dit Mehdi Abouassia, c'est ma kunya. Et du coup, j'ai un parcours de vie que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, tu vois, qui a été jonché de beaucoup de proches liés par le sang, de proches liés par l'amitié et liés par mes activités dites professionnelles, entre guillemets. Voilà. Après, c'est un parcours qui a été tranché par beaucoup d'années de prison, en l'espèce 15 années, dont 10 à l'isolement et 2 ans dans un semi-isolement, pour ceux qui connaissent, aux divisions, au rez-de-chaussée des divisions AFREM, DPS, après 2 années en quartier disciplinaire et une année qui s'est à peu près passée en détention normale. Voilà. Ok. Ok. Alors, on va aller un petit peu, on va parler un petit peu de ton enfance, de ta jeunesse. Moi, j'aimerais bien savoir où tu as grandi et dans quel type de quartier, dans quel environnement tu as grandi déjà. Alors, j'ai grandi, en fait, t'as vu, mon père, il m'a eu à 20 ans et ma mère à 17 ans. Mon père, c'était un commando de marine qui était en charge de la garde des navires dans la rade de Toulon. Ma mère, c'était une lycéenne qui m'a eu à l'âge de 17 ans. Du coup, à l'époque, faut savoir que la majorité était à 21 ans, c'était sous Giscard, tu vois. Donc ça veut dire que Mhm. c'était deux mineurs qui avaient un enfant. Mon grand-père les avait pas jugés aptes à être parents, parce qu'il les considérait comme des enfants à juste titre. Et du coup, il m'a récupéré, parce qu'ils ont très vite divorcé, ça veut dire, je suis né en 78, ils ont divorcé en 79, ils se sont Ok. connus en 77. Et de 1 an à 5 ans, je suis resté à Marseille. Et après, j'ai fait que des allers-retours parce que mes grands-parents étaient là-bas. Ok. Donc, le quartier, c'est un quartier, ce qu'on appelle la Batarelle Haute. Pour ceux qui connaissent Marseille, c'est là où ils ont mis l'inscription Marseille, tu sais, comme Hollywood avec l'antenne. Ouais. C'est un quartier où il n'y avait pas d'immigrés. Ça veut dire d'immigrés qu'on entend arabes ou noirs. C'était un quartier où il y avait que des Italiens, des Corses, des Pieds Noirs, des Espagnols. Et j'ai jamais vu j'ai fréquenté là-bas jusqu'à 20 ans, 21 ans. J'ai jamais vu la police qui est passée là-bas, tu vois. On avait les Mhm. pompiers, les Canadaires, parce qu'il y avait des incendies dans la garrigue. Et c'était un quartier très hostile aux musulmans. Voilà. Ok. Ok. Et ensuite, après, t'es parti en région parisienne? Voilà, je suis parti en région parisienne. À savoir que durant cette éducation, parce que mon grand-père, c'est un Sicilien né en Tunisie. Et Ok. comme il a connu ma grand-mère, qui était une Corse orthodoxe, qui était née à Constantine, en Algérie, donc pied noir. Et comme il était arabophone et qu'il était dans la gendarmerie, il a été très vite muté en Algérie, à Constantine, à la brigade de Rouffach, pour ceux qui connaissent bien cette guerre, qui était la brigade, qui était l'endroit le plus dangereux pendant la guerre d'Algérie, qu'il a fait pendant sa totalité, parce qu'il n'était pas appelé, il était engagé. À part les 2 périodes où il a été blessé, une fois par balle et une fois par un attentat à la bombe artisanale. Mhm. Et, euh, et après, accessoirement, au niveau politique, pour ceux qui connaissent, hein, parce que tu sais, il y a des termes que je vais beaucoup dire, des anagrammes, tout ça, c'est un cofondateur et membre actif de l'OAS, c'est-à-dire Ouais. Ok. l'organisation armée secrète. Donc voilà, après moi,
quand j'ai embrassé l'islam, ben, t'as vu, j'ai subi des colibés, carrément eu des proches, des membres de ma famille qui disaient on aurait préféré être homosexuel que musulman. Tu vois. Hmm. Après, des petites brimades, tu sais, des trucs qu'on voit, ça me fait penser, tu sais, quand on voit là en ce moment, là, ils croient que le porc c'est de la kryptonite quand ils déposent des têtes de. Je te jure, j'ai dit la même chose il y a pas longtemps. Moi, par exemple, j'avais des tantes, tu sais, j'avais des petites cousines, des petites nièces qui étaient petites. Et là, tu sais, comme on a du sang corse, il y a des bonnes charcuteries en Corse, hein, tu vois, les fegatelli, les lonzo, tout ça, la copa. Ben, elle leur faisait manger de la charcuterie, puis elle leur disait prends-les dans les mains et elle les envoyait me toucher, tu vois, peut-être penser que j'allais fondre. Certains membres de ta famille, quand ils ont compris que tu t'étais reconverti, quand ils ont su que tu étais reconverti, oui. Donc tu nous parlais en fait comme si ouais, c'était avec des têtes de cochon, comme si c'était une kryptonite pour les musulmans. Et, Après, ouais. après, moi, il faut savoir que j'ai été élevé dans un catholicisme très dur, tu vois. Ça veut dire, ça reconnaissait pas Vatican II. Tu vois, le pèlerinage qu'ils ont montré récemment, là, CNews. Ben, nous, on le faisait dans l'autre sens. Au lieu de faire Paris-Chartres, on faisait Chartres-Paris. J'ai été scout toute ma vie. J'ai été dans, comment on appelle ça? J'ai été dans des écoles catholiques, tout ça, tu vois. Ouais, ok. J'ai appris la messe en latin. Et, euh, et voilà. Et après, moi, dans ma conversion, bon, après, il y en a, ils disent que c'est un reproche. Elle a été faite en prison par rapport à la mère de mes enfants et mon épouse actuelle qui m'a demandé de me convertir. Et, euh, et en fait, j'ai eu un processus où je suis parti à la bibliothèque, j'ai pris un Coran que j'ai volé d'ailleurs, parce que à l'époque, comme je n'étais pas musulman, je ne m'estimais pas légitime Hmm. à avoir le Coran entre les mains. Donc, je l'avais enroulé dans une veste de jogging, je l'ai remonté en cellule. Lorsque je l'ai ouvert, subhanallah, je suis tombé sur la sourate Maryam, 19, tu vois. Hmm. Donc, j'ai dit, comment des musulmans ils parlent de la Vierge Marie, tu vois. Parce que même après, j'ai vu en lisant le Musraf que le nom d'Aïssa alayhi salam, il était 25 fois plus prononcé que le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, ouais. Et en Ok. plus, ça rejoignait une croyance que, tu sais, parce que moi, j'ai toujours été doué dans les études, alhamdoulilah. Et même enfant, c'est-à-dire dès les 5-6 ans, quand on a commencé les premières années de catéchisme, tu vois, après j'ai fait confirmation, procession de foi, j'ai fait première communion, tout ça, etc. Et tous les dimanches, j'allais à l'église. Et du coup, dès qu'on me disait fils de Dieu, tu vois, le problème au nom du Père, du Fils, tu vois, pour moi, c'est la Trinité. Je ne voyais pas Hmm. ça comme un monothéisme, tu vois. Et j'ai toujours eu ce qu'on appelle ce waswas en grandissant. Subhanallah, quand l'islam est venu, tu vois, il a tout mis en ordre, tu vois. Parce que Ok. quand les gens ils me disent, ouais, il y a des cousins ou même des proches, tu vois, que bon, moi, je respecte tout le monde, tu vois, et qui me disent, ouais, mais c'est comme si tu as perdu. Pourquoi j'ai perdu? Est-ce que j'ai mécru en Jésus? Est-ce que j'ai mécru en Mariam? Tu vois. Parce qu'à l'heure Hmm. actuelle, je ne crois pas en Jésus, est-ce que je ne crois pas en Jésus? Au contraire, j'ai gagné, je crois, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui les ont précédés. Tu vois, depuis Noah alayhi salam, parce qu'il y a Khtilaf au niveau d'Adam, que c'est un prophète, parce qu'il n'a pas eu vraiment de message à délivrer à l'humanité. Ok, ok. Donc oui, ouais, ce que tu nous dis, c'est que tu as vraiment baigné quand même dans le catholicisme. Et ensuite, après, donc oui, c'est vrai que la Trinité, donc très jeune, la Trinité te posait déjà problème. Ouais, bah oui. C'est fou parce que la Trinité, déjà, ils savent même pas à quel moment la Trinité est apparue au niveau du dogme. Hein. Bah, Pour rappel, c'est le Concile de Nicée et tout. après, la problématique, c'est aussi, il y a plein de choses, tu vois, quand, tu sais, il y avait les médailles, tu sais, parce qu'il y a des saints, tu vois, j'avais fait mes petites études, mais après ça, c'est un peu en grandissant. J'avais vu, par exemple, que Saint Christophe, tu as vu le patron, tu sais, qu'on voit souvent dans des médailles, qui porte un enfant sur le dos, le patron des voyageurs, il n'a jamais existé, comme l'histoire de la Trinité ou les rites que font les chrétiens Hmm. les rites que font les chrétiens, ben en fait, c'est au IIIe siècle que ça a été fait. Avant, ils ne faisaient pas ça. Et quand des fois, je vois des vidéos, je sais pas, je regarde sur les réseaux, je vois des gens qui reprochent à des chrétiens de dire Wallah, de prendre Allah témoin, tout ça. Mais et quand quelqu'un me dit oui, mais moi je suis chrétien, toi tu n'es pas dans la bonne religion, j'ai dit d'accord, mais Jésus il parlait français, il parlait latin ou il parlait araméen. Et quand je leur explique, regarde dans l'évangile de Matthieu, Jésus se prosternait pour prier, tu vois, comme le font encore certains orthodoxes. Il était circoncis et il ne mangeait pas de porc.
Tu vois, quand il parlait et quand il s'adressait à Allah, il disait Allah ou Eloah en araméen, tu vois. Donc, c'est qui, Mhm. à l'heure actuelle, c'est qui les qui sont plus proches des rites et des pratiques de Isa alayhi salam? C'est l'évangéliste qui danse et qui fait de la toupie dans une église et qui demande de Mhm. l'argent ou c'est nous, les musulmans? Mhm. C'est vrai. C'est vrai. Bon, là, on est parti directement un petit peu sur ta conversion, etc. Je voulais qu'on en parle un petit peu après. Mais on va revenir un petit peu plus. On va creuser un petit peu le sujet, donc, par rapport à ta conversion, le contexte, etc. Et puis même pour la partie spirituelle. Parce que chacun, en fait, a son cheminement. Chacun a son cheminement. Et subhanallah, Allah, il décide vraiment de paver la route de manière différente, en fait, pour chaque personne. Et pour revenir un petit peu sur ton enfance, Mehdi, euh, si tu peux raconter un petit peu, si tu te rappelles de ton quotidien quand tu étais plus jeune, 10, 12, 14 ans. Euh, Il faut savoir que moi, t'as vu, ma mère, quand elle a quitté Marseille, elle est partie en Belgique. Et du coup, elle s'est mariée avec un gros voyou, tu vois, un voyou corse qui était dans la zone marseillaise. Et elle est partie avec sa sœur. Et elle aussi, elle s'est mariée avec un gros voyou, tu vois. Et après, elles sont revenues en France. Et ma mère et sa sœur ont été incarcérées en Belgique. Et ok, mon beau-père a été incarcéré à la maison d'arrêt de Forêt. Tu vois, ils habitaient à Avenue Louise, qui est l'équivalent des Champs-Élysées à Bruxelles. Ils avaient une boutique Francisco Malto, deux, je crois même, et une discothèque, tu vois. Et hmm, ça veut dire, moi, j'ai été élevé par un couple de voyous, tu vois, de ok, bandits. Et je devais dire comme on avait un train de vie, tu vois, on habitait. Et une fois, c'est bizarre parce que tu vois, à Marseille, on dit que c'est une zone envahie. Et j'ai habité dans le 93, dans une ville où j'étais dans une école primaire publique où il n'y avait aucun noir, aucun arabe. C'est la ville de Vaugeot, tu vois, qui se situe adjacente à Tremblay en France, qui s'appelait à l'époque Tremblay-les-Gonesse, tu vois. ok, Et c'est la ville où habite Chef Hassan, le frère qui passe, qui est dans la cuisine. ok. Donc, mon quotidien, moi, j'ai joué, comme tout à chacun. T'as vu, nous, en plus, subhanallah, nous, on avait le Club Dorothée, on avait des vrais dessins animés. Tu vois, souvent, tu avais les Non, faut pas que tu lances sur le Club Dorothée, Mehdi. joueurs. Bah parce que c'était extraordinaire, Club Dorothée. Pourquoi ils ont arrêté Club Dorothée? Parce que Pourquoi? moi, je sais pas si tu te rappelles, t'avais le dessin animé, t'avais les jouets qui étaient liés au dessin animé, comme les Chevaliers du Ah, c'était Zodiac, ouf. Masque, Ouais, c'était ouf. Transformer. Tu vois, on se projetait, tu vois, et le Club Dorothée, pour l'anecdote, il a été enlevé à cause de Ségolène Royal, tu vois, qui s'est plaint Oui, de notamment Ségolène Royal. par De ça, rapport à, la violence, comme quoi c'était violent. tu vois. Ouais. Hmm. Et Ségolène Royal qui se plaint, j'ai vu se plaindre de terroristes, entre parenthèses, dont le frère a fait une barbouzerie parce qu'il était dans les services spéciaux de l'armée française et a fait sauter le Rainbow Warrior. Je sais pas si tu avais suivi cet épisode. C'était J'ai un pas suivi, bateau, non. c'était un bateau qui s'opposait aux essais nucléaires à Mururoa, à Tahiti. Et Hmm. ils ont mis une charge explosive. Ils ne savaient pas qu'il y avait des gens dans le bateau. Le bateau explosé, il y a eu des morts. Tu vois, mais il y a plein de choses. Il y a plein de Ok. petits épisodes comme ça que la France ne parle pas. Tu vois, par exemple, Hmm. on parle souvent des problèmes qu'il y a actuellement avec Israël. Pourquoi Hector Hels, le père fondateur du sionisme, a eu Hmm. l'idée de faire le sionisme? Parce qu'il était journaliste et il a couvert l'affaire Dreyfus. Et quand il a vu Ouais. comment la France traitait les juifs, c'est là qu'il a eu l'idée de faire un État juif. Bien que ça a commencé avant lui, il y avait une En autre. dehors de l'Europe. Ouais. Hmm. Et du coup, à la base, il voulait faire en Ouganda et une partie en Amérique du Sud. Et du coup, par exemple, aussi, pourquoi les Alaouites ont été au pouvoir en Syrie? C'est parce que lorsque les Français étaient dans la zone, avant qu'ils découpent les frontières avec les Anglais et tout, les Français arrivaient dans un pays, prenaient des supplétifs parmi les autochtones. Donc Hmm. les sunnites ont refusé, les druzes ont refusé, les chiites ont refusé, et les alaouias qui étaient une ethnie, bon c'est pas vraiment une ethnie parce que c'est religieux, qui étaient plus astreints aux travaux des champs, tu vois, qui n'étaient pas vraiment Hmm. cultivés, eux ont accepté. Donc après, ils ont été intégrés comme éléments de l'armée. Quand la France est partie de la zone, ben, c'est ceux qui ont les armes qui récupèrent le pays. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Hmm. Et pareil, quand je vois que j'entends, les Arméniens se plaignent souvent du génocide qu'il y a eu en Turquie à l'époque d'Atatürk, tout ça. En fait, Hmm. c'est la France qui avait fait une légion d'Arméniens
pour les aider à combattre l'Empire ottoman. Et après, ils se sont arrangés finalement politiquement. Et cette armée avait été faite et habillée. Et du coup, les Turcs se sont retournés contre eux. Tu vois. Voilà. Tu sais qu'on est parti loin là. De Club Dorothée, on est parti Ouais, jusqu'à ouais, je sais génocide pas. arménien. C'est mon erreur, c'est parce que ça fuse là-haut, tu vois. N'a pas de souci, t'inquiète pas. Ça va nous permettre de parler plein de choses. Alors, au montage. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais ouais, on en veut à Ségolène Royal si tu nous regardes. Attention, tu nous as brisé une jeunesse. Hein, Dragon Ball Z. C'était incroyable. Moi, Ouais, il y c'était avait même Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. C'était incroyable. Hein. Ah, Mais ouais. Et, et est-ce que tu après, avais des... Ouais. et après, du coup, comme moi, j'étais dans une période, tu vois, en 1987, il y avait le millénaire du Capet, tu vois, donc j'ai dû traiter ça et je suis tombé très, très vite amoureux de l'histoire, tu vois. Ok. Je suis retrouvé, et l'année d'après, 2 ans après, il y a eu le bicentenaire de la Révolution. Donc, tu vois, après tout, c'est sur l'histoire que je me suis Ouais, basé. ok, d'accord. Mais la vraie Mais même... histoire, hein, parce que par exemple, comment ça s'appelle, quand on refait l'histoire de France, ça serait bien, tu vois, qu'on dise aux jeunes musulmans que François Ier a fait appel à Souleyman est magnifique. Suleiman le Magnifique pour combattre j'allais dire Charles Martel, Charles Quint, l'empereur espagnol, le roi d'Espagne. Ouais. Donc, voilà. Ouais, de mettre en avant plus l'histoire de France et même les alliances passées, etc. Parce que tout était une question d'alliance, Après, de stratégie, de... comment on est passé en 1914? Tu as des médailles, je ne sais pas si tu les as déjà vues, militaires, où tu as 2 sabres avec écrit Allahu Akbar. Tu crois que c'est un logo d'une troupe combattante djihadiste. Et c'était juste le logo des troupes, tu vois, des tabours marocains ou des tirailleurs tunisiens, tout ça qui était incorporé dans l'armée française. Mais c'est fou, en tout cas, ouais, l'histoire nous en apprend beaucoup sur notre Ouais, passé. ouais. Euh, qu'on soit musulman ou pas, je veux dire, en tant que musulman, je pense, après c'est mon avis personnel, c'est très important de connaître notre histoire. Mhm. Euh, Notre histoire, en fait, qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'aux sahaba, jusqu'aux dynasties, et même pour comprendre la géopolitique actuelle, tu vois. De comprendre un petit peu de comment, par exemple, les Saouds, ils se sont établis, les autres pays se sont établis, etc., pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc voilà, on peut même parler de colonisation, etc. Ben, Bon, en tout cas, les El Saoud, déjà, parce que c'est le seul pays au monde qui porte un nom de famille, tu vois. À la ouais, base, l'originel, ça veut dire l'aïeul, leur aïeul, adossé à Mohamed ibn Abdul Wahhab, d'où vient le terme wahhabite. Ils ont réunifié, pacifié et enlevé les chefs de la péninsule arabique. Et après, c'est dans leurs descendants. Là, je viens de voir encore Mohamed Ben Salman qui autorise la vente d'alcool, qu'autorise, comment ça s'appelle, d'enlever le voile, tout ça. Après, tu sais, dans l'islam, il y a une branche, tu vois, quand les gens ils se disent salafi, c'est un terme que j'aime pas, parce que chaque musulman devrait être salafi en soi, intrinsèquement. Tu vois, c'est comme un éventail, tu vois, comme la civilisation, tu as l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc, à l'extrême droite, tu as les khawarij, ouais, c'est des gens qui, par exemple, qui va dire tu fais un grand péché, ben, tu n'es plus musulman. Et de l'autre côté, tu as les Mourjia, tu vois. Mourjia, on les appelait Yahoud fil Kibla, les juifs de la Mecque. C'est eux, ils disent que tous ceux qui shahident, ils sont musulmans, ils sont un peu laxistes. Et eux, dès que tu as des paroles de parler sur le gouverneur, tu vois, c'est des gens, ils viennent directement. On dirait, ils sont. Alors que peut-être, tu as des gouverneurs musulmans, par exemple, qui ont été tués par leur peuple. Par exemple, pendant la dynastie de Zomiad, juste parce qu'ils faisaient passer Salat à l'heure. Dans les Tabéhés, c'est les enfants des Sahaba, radiallahu anhum. Tu avais Hajjaj ibn Youssef. Tu vois, c'était un gouverneur qui gouvernait avec la loi d'Allah, qui a bombardé la Kaaba et qui a accroché la tête de Tabéhé sur la Kaaba. Tu vois. Et on s'asseyait sur des musulmans, et il mangeait sur eux, il les jetait dans un puits. Il était détesté, à tel point qu'un jour, il est en train de se noyer, il y a quelqu'un qui ne l'aimait pas, il a sauvé de la noyade, il a dit, pourquoi tu me sauves alors que tu ne m'aimes pas? Il a dit, parce que je ne voulais pas que tu sois martyr, shahid. Et dans cette et parmi les tabés, Hassan al-Basri n'a pas voulu sortir contre lui. Mais il y a une partie qui sont sortis contre lui. Et les gens, quand ils te ramènent ce dalil, ils ne vont pas à la deuxième partie.
comme quand il te parle de tous ceux qui shahid, ils sont musulmans. Il y a, dans l'islam, elle est très très simple, il y a chaque dalil. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux juifs qui ont été voir le prophète. Ils ont shahid. Et sincèrement, ils lui ont dit, on sait qu'Allah, il est unique. On sait que toi, c'est Allah qui t'a envoyé, mais on ne croit pas en toi parce que tu es sorti des Quraysh. Tu n'es pas sorti des Ben Israël. Tu n'es pas sorti parmi notre tribu. Bon, après, ça, c'est un autre débat. Tu vas dire qu'on s'éloigne encore. Non, t'inquiète, on peut. De toute façon, on va aller partout, ça va se rejoindre. Dans tous les cas, ça va se rejoindre. Mm. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que tu nous racontes un petit peu quand tu étais plus jeune. Tu as dit, en fait, avoir été toujours un petit peu studieux dans les études, etc. Qu'est-ce que tu as fait au niveau scolaire? Où tu as En fait, été? Qu'est-ce que tu as fait? en Vas-y. fait, moi, on a toujours voulu me faire sauter de classe. Donc après, je suis parti dans des institutions. Et, il y avait une institution qui allait jusqu'en cinquième, et c'était une sorte de mini prépa. Et après, les filles, elles allaient à Charlemagne, et les garçons, ils allaient soit au Franc-Bourgeois, soit Henri IV, soit à Louis-le-Grand. Tu vois. Donc après, moi, entre-temps, ma mère, parce que ma mère, elle était incarcérée, mon beau-père, elle était incarcéré, j'avais été récupéré par une de mes tantes. Entre-temps, ma mère est sortie en premier. Elle est Excuse-moi, sortie. mais géographiquement, on est où là? Là, dans l'institution, elle est au Lila, en Saint-Denis, en Ok, Seine-Saint-Denis. ok. Pour Hein. qu'on Et puisse se situer. Ok. Louis le Grand, Charlemagne, tout ça, c'est dans Paris intramuros, notamment dans le Marais, tout ça, dans Ok. le Marais. Et après, j'ai transféré, je suis encore dans la prison. J'ai été dans une autre école vers Orléans, où il y avait un Napoléon, il a fait des lycées d'excellence qui s'appelle comme le lycée Potier. Et on était dans un internat qui était en partenariat avec un collège public, tu vois, mais ça veut dire on faisait comme ils font les Coréens, ça veut dire on avait notre programme classique au collège, plus le soir on avait 3 à 4 heures de cours. Ok. Moi, c'est donné qu'après, moi, en sixième, au premier trimestre, je connaissais les 102 verbes irréguliers que je connais jusqu'à maintenant. Je faisais du latin, tout ça. Et, et après, mon père, mon beau-père, mon père, que j'appelle mon père, hein, il est sorti de prison. Et je suis arrivé vers mes 16-17 ans et je suis parti à la Légion. Et moi, il faut savoir que ce qui a cassé mes études, c'est que j'ai subi une injustice en 1994, sauf erreur de ma part. Je faisais, tu sais, à l'époque, quand tu es au collège ou au lycée, tu fais des stages non rémunérés de découverte en entreprise. Mhm. C'est ce que j'avais fait. Et il y avait les émeutes pour le CIP à l'époque. C'était Balladur, c'était le gouvernement Balladur avec Pasqua, tout ça. Ils avaient fait un truc qui avait contraint les étudiants. Et à l'époque, ils s'étaient mis sur la voie pour bloquer les ORB au niveau de Saint-Michel. Et du coup, moi, j'ai dû descendre du RER et comme je voulais rentrer chez moi parce que j'étais fatigué, connaissant Paris, puisque j'étais parisien dans le 20e, j'ai voulu rejoindre à pied la station Cité pour prendre une carte et rentrer. Sur le chemin, il y a eu des échauffourées et moi, j'ai vu des gens courir vers moi, crâne rasé, parce qu'à l'époque, les skinheads, il y avait des skinheads à notre époque, ils étaient Mhm. un peu à Bastille et beaucoup à Saint-Michel. Donc moi, je les ai pris pour des skinheads, parce qu'à l'époque, tu vois, j'étais bronzé, je faisais des UV, j'étais habillé en Lacoste, et tu m'aurais vu, tu m'aurais pris pour un maghrébin, tu vois, parce que je suis un petit peu méditerranéen. Et du coup, je vois des mecs qui chargent devant moi. Dans ma tête, je dis, ouais, c'est des racistes, ils veulent me taper. Donc, j'ai fait quoi? Il y avait les grosses boules vertes, tu sais, où les bons Français qui nous aiment pas, ils mettent leurs bouteilles recyclées de villageoises ou de vieux papes, tu vois. Donc, comme elle était pleine, il y avait une bouteille qui était au sol. J'ai pris la bouteille et je l'ai jetée sur ces individus. Et ces individus, c'était des policiers. Donc, je me suis fait charger par eux, ils m'ont immobilisé. J'ai voulu sauter dans la Seine. J'étais sur le pont à Saint-Michel, là. Ils m'ont rattrapé au vol. Ils ont commencé à me faire une strangulation. Et j'avais une banane à l'époque, Lacoste. Et pendant la bagarre, pendant qu'ils me mobilisaient, parce que j'avais 14-15 ans, mais je faisais déjà un bon mètre 80 et 90 kilos. Donc, eux, ils m'ont identifié déjà, un, comme un arabe, parce que dans l'interpellation, ils me traitaient de ça de bougnoul. De deux, comme un adulte, parce qu'ils me mettaient des coups, ils m'ont séché. Et pendant Ok. ça, le gars, il sort ma carte d'identité, il dit, arrêtez les gars, c'est un mineur. Donc là, t'as vu, ça s'est adouci. Après, j'ai été déféré. Et quand j'ai été déféré, j'étais en audition à Louis Blanc, c'était la première DPJ. Et moi, j'étais dans le bureau face à l'OPJ. Et là, il y avait le policier qui se faisait auditionner en tant que victime. Et du coup, lui, il dit oui, on avait nos brassards, on a indiqué notre alerte, tout ça. Et après, moi, quand il m'a dit ça, j'aime pas, je m'énerve. Je dis, il avait aucun brassard. Je dis, comment tu veux qu'il ait un brassard? C'est en pleine manifestation, s'ils sont en civil.
Leur but, c'est d'infiltrer la manifestation. Comment tu veux qu'ils infiltrent en ayant des brassards de police? Tu vois, il faut être logique. Hmm. J'ai quand même eu un jugement en tant que mineur et puis ce jour-là, j'ai pris une haine contre l'État. Enfin, ça veut dire, Ok. je Donc me ça, c'est ta première interaction là, concrètement avec. c'est une première interaction en tant qu'auteur, entre guillemets. Mais j'avais déjà eu des perquisitions, j'avais vu les policiers Ok. Ok. marqués, parce que moi, ils ont tiré sur mon père à Bastille, ils ont cassé l'épaule de ma mère, le 36 à l'époque, tu vois, le quai des Orfèvres. Donc, Mhm. c'était pas la première fois que je les voyais, tu vois. Ok. Et du Ok. coup, Ok. j'ai une cassure. Après, je me voyais plus, tu vois. Je sais pas. J'arrivais pas. Donc après, je commençais à me poser dans le quartier, dans le 20e, entre Porte de Donc, Vincennes. du coup, le stage c'est mort. Le stage là, c'est mort. Tu te dis Ouais, quoi? Là, le ça y est. stage. Moi, j'explique tout ça. Ma mère, elle m'en veut parce qu'ils ont tout fait. Tu sais, j'étais voué à faire des grandes études. Et je me retrouve. Moi, déjà, ils me ramènent au dépôt à Cité. Je suis mineur, mais ils me demandent de me dénuder devant eux pour me fouiller. Tu vois, c'est traumatisant, tu Ouais. vois. Ouais. Ouais. T'as 6 policiers, tu te mets tout nu devant eux, tu vois. Ça m'a fait un truc, tu vois. C'est-à-dire, j'ai pris une haine contre eux, tu vois. Mhm. Après, il y a eu Contre un la. deuxième contre l'institution de la police. Après, il y a Ouais, l'institution. un deuxième épisode, c'est que je vais accélérer un peu, c'est qu'en 95, mon beau-père sort de prison. Quelques temps après, il se fait tuer d'une balle dans la tête. Ma mère s'effondre, c'est moi qui est obligé d'identifier à l'Institut médico-légal de quai de la Rapée. Quelques temps après, ma mère, déjà pendant ça, je suis amené à être auditionné pour ses habitudes, ainsi que ma mère. Et j'entends des policiers, en gros, ils se réjouissent, tu vois. Ils disent, en gros, c'est qui vit par l'épée, périt par l'épée, tu vois. Donc, je l'ai Ok. très mauvaise. Je suis en train de soutenir ma mère. Et quelques temps après, ma mère, elle est en cancer. Et puis, elle se pend. Voilà. C'est moi qui trouve le Ok. corps. Je décroche le corps. Tu avais quel Euh, âge, me dis? J'avais 17 ans et demi, tu vois. Quand je décroche le corps, j'appelle la police. Comme c'était la police de mon quartier, ils ne m'aimaient pas. Déjà, ils viennent. Ma tante, elle vient entre-temps. Ils demandent à ma tante, est-ce que c'est possible que c'est lui qui a accroché le corps? C'est-à-dire, eux, dans leur tête, alors que j'étais une crotte de nez à l'époque, j'avais 17 ans, mais je Mhm. pouvais tuer ma mère. T'as vu où on en est? Mhm. Bref. Et de là, je reprends mes esprits. Ma petite amie de l'époque vient, me réconforte. Et la police me dit de les suivre. Donc, je les suis. J'ai mon scooter et je suis dans un commissariat. Je suis dans un commissariat sur le cours de Vincennes. Mhm. Et j'ai le commissaire qui me demande ce qui s'est passé, tout ça. Le commissaire, après, il a été connu, parce que ce commissaire-là, paradoxalement, c'est ce commissaire-là qui m'a fait mon autorisation pour rentrer à la Légion en tant que mineur, parce que je suis rentré le lendemain de mes 17 ans à la Légion. Ce, Ok. commi- ce Ah, commissaire, subhanallah. ce commissaire a fait le lever de corps de ma mère et il m'a réinterpellé en 2003 parce qu'il était à la SAT. La SAT, c'est la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris. Et après, je l'ai revu à la télé pendant la Fermera. C'était le patron du raid. Il s'appelait Amaury de Haute-Cloque. C'était le petit-fils de Maréchal Leclerc. Donc, moi, Ok. pendant que je fais une audition, j'explique ce qui s'est passé. Et en fait, t'as une baie vitrée et j'ai mon scooter. Et la même policière qui sait ce qui s'est passé, tu vois, Mhm. parce elle a vu le corps de ma mère, carrément. Et elle m'a vu que j'étais liquéfié par terre. Ben, elle a trouvé la bonne idée d'enlever la graisse qu'il y avait sur mon scooter pour garder le numéro de série s'il était volé. Et quand j'ai vu ça, j'ai pété un plomb, j'étais à la sieste. Et en plus, entre-temps, tu sais, pendant que je faisais l'audition, le policier dit, ouais, le cadavre, il a été transporté, le cadavre, le cadavre, le cadavre. Moi, je disais, vous parlez de ma mère. Pourquoi vous dites Ouais, le ils ont cadavre? déshumanisé en fait. Il m'a dit, non, mais le cadavre, c'est un terme juridique. Et après, je dis, regarde, t'as vu, je viens de perdre ma mère, t'as vu, et ta collègue, elle est là, elle est en train de regarder si mon scooter, il est volé. Mon scooter, en l'occurrence, il est en règle. Mais quand bien même il avait été volé, c'est le moment de faire ça. Et là, Ouais. une deuxième haine, t'as vu, une deuxième Mhm. haine. Et après, donc, je me suis retrouvé orphelin à 17 ans et demi. Et à l'époque, je n'étais pas dégagé d'obligation militaire, tu vois. Et après, je suis rentré dans une période de nihilisme. Ça veut dire, j'en voulais à la terre entière. Mhm. Là, j'en voulais à moi-même, parce que je me suis toujours... Tu sais, ma mère, elle m'a écrit une lettre, que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ouvert. C'est une tante à moi, je ne l'ai jamais lu, cette lettre, tu vois. Parce que j'ai peur que Le- dedans, Ah, ça la lettre, reste fermé. T'as jamais. Pour parce quelle que j'ai raison? Parce que j'ai peur que dedans, elle me reproche, parce que moi, j'étais dur. Tu as vu, j'avais cet épisode de judiciaire. Et j'étais Mhm. bagarreur. Je rentrais tout le temps plein de sang, les vêtements déchirés, tout ça, tu vois. Et du coup, j'ai eu peur que dedans, elle me dise, si tu avais été un meilleur fils, peut-être que je n'aurais pas fait ça.
tu vois. Ok. Donc, jusqu'à maintenant, cette lettre, elle n'est pas ouverte, tu vois. Ok. Et du coup, j'avais cette responsabilité. Tu vois, je me disais, est-ce que c'est moi qui est responsable de ça ou non? Et voilà. Et, et après, je voulais venger mon beau-père. Mais les gens qui avaient en face, c'était des gros voyous, tu sais, c'était les voyous d'ancienne génération. Tu sais, mon Ça, beau-père, c'est il c'est a ce que été j'allais te demander. Donc, ton beau-père, il a été tué, mais assassiné. mon père, il était proche de René Brest, qui était un complice de Jacques Messry, de Jacques Mérine, pardon. C'était un proche de Porte-Avions, Ardouin, Dominique Blanchard. Tous les voyous qui avaient des patronymes français, les Corses, tout ça. Les Ouais. anciens voyous, il n'y avait pas trop de noirs, il n'y avait pratiquement pas de noirs et un peu quelques maghrébins, tu vois, notamment vers Montreuil, dans Paris, voilà, et dans Marseille qui étaient implantés. Donc moi, ça veut dire, en gros, je voulais aller au carton, mais j'étais un microbe. Mais moi, Ouais. comme moi, je voulais en finir parce que ma mère, c'était tout pour moi, tu vois. Hmm. Après, c'est un débat philosophique. Est-ce que c'est une lâcheté de se suicider ou est-ce que c'est un courage? Il y en a qui diront que c'est une lâcheté, il y en a qui diront que c'est un courage. Mais tu as vu le mec qui monte au haut d'une tour de 30 étages, la fraction de seconde où il va se jeter, il faut qu'il ait le courage de se jeter. Tu vois. Donc, moi, j'ai fait quoi? J'ai été demandé, j'allais, tu sais, il y avait des cafés de voyous qui étaient implantés dans Paris, qui étaient connus, où ils se posaient. J'ai été voir, je dis, c'est comment vous faites votre charcé, vous jouez aux cartes et le corps de mon beau-père, il est encore tiède. C'était tous, tellement qu'il y avait des voyous, il y avait des policiers dans les arbres, vous prenez des photos. Hmm. Du coup, je dis, c'est comment vous allez faire un match retour ou non? Ah, il me dit, ouais. En gros, il me dit, ouais, rentre pas dans ça, on va s'en occuper, mais je voyais qu'il n'y avait rien qui bougeait. Après, je dis, ben, donnez-moi des calibres, tu vois. Moi, ils m'ont donné des calibres. Et après, tu as vu, il fallait que je mange. Parce qu'il faut que tu saches que Hmm. comme ma mère est morte à mon domicile, le domicile était sous scellé. Ok. Donc, ce qui fait que j'ai dû cambrioler mon pauvre domicile pour récupérer 3-4 caleçons et une brosse à dents. Quand j'ai été me présenter à la brigade des mineurs pour un placement au foyer, parce qu'il fallait que je sois placé, tu vois, Hmm. j'avais des lunettes Cartier, parce qu'à l'époque, dans le 20e, dans le 19e, on mettait tous des lunettes Cartier. J'avais un sac Vuitton que j'avais pris qui était à ma mère. Donc, quand je suis parti à la brigade des mineurs à Châtelet, je leur ai dit, excusez-moi, vous avez un hébergement? Le policier s'est retourné, il m'a regardé, moi je me rappellerai toujours, il m'a dit, si tu as les moyens de te payer ça, tu as les moyens de te payer une chambre d'hôtel. Sors d'ici. Je suis sorti. Après, tu sais, comme j'ai dit à moult reprises, la vie, c'est une question de choix, ce qu'on assume, ce qu'on regrette. C'est facile, des gens qui n'ont pas vécu une situation, disent, ouais, mais tu aurais pu faire ça, il y en a qui ont subi ça. Oui. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui ont subi pire que moi et qui ont pu travailler. Mais moi, dans l'urgence, il fallait que je mange, il fallait que j'ai un toit. Donc, s'il fallait que je mange, il fallait que je fasse la manche. Donc, j'ai choisi, comme je dis, la manche ou la cagoule. Hmm. Donc après, je me suis approché d'anciens, parce que tu sais, vers chez nous, on était à côté de Montreuil. Montreuil, il y avait beaucoup de voleurs, tu vois. Au début, je commençais, tu sais, déplacer des voitures, je me mettais un peu aux abords, tu vois, tout ça. Après, un jour, j'ai enquillé sur un boulot. Et en fait, t'as vu, je m'en faisais. C'est un peu comme, je sais pas, tu sais nager? T'as vu, quand tu vas à la piscine, des fois, il y a un plongeoir à 10 mètres ou à 5 mètres, tu vois. Ouais. Ouais. Et au final, au bout, tu hésites de sauter, mais quand tu sautes, tu aperçois le premier saut, après, c'est facile, tu vois. Eh ben, Ouais. c'était pareil. Après, quand j'ai vu le premier braquage, je dis, ah, c'est ça un braquage, c'était léger. Mais moi, je n'étais pas dans la même optique que mes amigos. Parce que mes amigos, ils voulaient sortir d'une pauvreté dans laquelle ils avaient grandi, tu vois. Moi, je voulais mourir. Donc, tu vois, on n'était pas dans Ouais. la Donc, même. Et ah pour ouais. te Donc, dire, du coup, c'est plus du tout des la même fois, optique. Ouais. voilà, des fois, j'avais des calibres, j'enlevais les balles. Je rentrais et je me disais, tu vois, je me disais en sortant, j'espère tomber nez à nez avec les Condés qui m'allument, qu'on en finisse. Mais c'est jamais Hmm. arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a voulu autrement. Il avait Ok. d'autres plans. Et ce qui fait qu'après, tu vois, j'étais tu vois, par exemple, qu'il y avait des rixes. Tu vois ce qui se passe. Parce que, tu sais, maintenant, c'est les réseaux qui font qu'on entend beaucoup, mais nous, on est très peu aussi. Hmm. Donc, quand on était mineurs, j'ai des potes à moi, ils se sont fait planter, j'ai des potes à moi, ils sont morts, ils se sont fait tirer dessus. Hmm. On a déjà tiré en pleine Fort du Trône. À l'époque, nous, on a coursé un mec, on a tiré dans le lac qui a le bois de Vincennes. Ça a touché un cygne, il y avait un nuage de plumes de cygne. Tu vois, tout ce qui s'est Hmm. passé, c'est déjà arrivé. Sauf que via les réseaux, tu n'entendais pas parler. Tu vois, Hmm. même les bagarres. Pas maintenant, les gens, ils comprennent pas quand il y a une réponse disproportionnée. Quand il dit, ouais, il se fait tuer à coups de couteau. Il dit, ouais, mais ils ont une altercation le matin, il lui a mis un coup de poing. Et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi d'un coup de poing, l'autre, il est venu, il l'a tué. C'est à cause Hmm. de quoi? À cause de Snap, TikTok et tout. Parce que maintenant, quelqu'un, il tombe par terre,
quelqu'un il tombe dans le métro, il fait un malaise, le premier réflexe qu'ils ont les gens, c'est quoi? C'est pas, Sortir vous leur allez, téléphone. voilà, ils sortent leur téléphone. Mm. Donc maintenant, toutes les bagarres, ben voilà. Donc après, le mec, s'il se mange son KO, ça tombe dans son quartier. Et tu as vu, les Ah gens, ils oui. sont à réputation à leur époque. Donc après, lui, il est obligé d'aller se venger. Et voilà, il Alors, repart. alors qu'avant, il y avait une différence. Avant, au quartier, tu te tapais, tu gagnais, tu perdais. T'attendais 3 jours et c'est Après, il y oublié. avait Ça des allait pas descentes. trop loin. Il y avait des descentes. T'as vu, nous, des fois, je me rappelle, il y avait des. Nous, on était en guerre avec les mecs du 19e. T'as vu. Et tu avais des frérots à nous, ils étaient au lycée dans le 19. On était obligé d'aller les chercher en masse, de revenir. Il y a eu plein de guerres. T'as eu Place des Ouais. Fêtes avec Belleville. T'as les mecs de la Roquette. Dans Paris, les gens ils croient que Paris, c'est la Tour Eiffel. Mais dans Paris, t'as des gens qui ont Mm. fait du très, très sale. T'as vu. Surtout dans le 20e et le 19e. Hein. Ok. Et donc, du coup, parce que là, tu nous as parlé, en fait, de cette envie de, enfin, t'as commencé à partir, à faire des braquages. Mais tu l'as bien dit, en fait. Parce que c'est vrai que quand on commence, en fait, à faire des braquages ou à vendre de la drogue ou quoi que ce soit, généralement, je parle généralement, on va pas parler aujourd'hui par rapport au réseau, mais c'était pour te sortir d'une certaine précarité, d'une certaine pauvreté. Tu vois. Mm. Là, toi, tu le faisais parce que tu avais un mal-être en toi et même, tu l'as même dit que tu partais et tu 100 balles dans ton chargeur. Mm. Euh, Parmi tout ça, tu nous as parlé aussi de l'armée, la Légion Ouais. étrangère. Donc à partir de quel moment, c'est quoi? Donc du coup, tu en voulais à l'institution, tu en voulais à la police, tu en voulais donc à l'État. Il s'est passé tout ça. À quel moment t'es venu donc l'idée de faire la Légion étrangère? En Et fait, comment moi, ça s'est passé? comment c'est passé? C'est très simple. J'ai eu l'épisode en 94. Mon beau-père, il sort en juin 95. Et moi, tu as vu, j'étais à turbulent. Ça veut dire, lui, il attendait que de sortir pour régler ses comptes avec moi. Tu vois, parce qu'il avait pris une peine de 15 ans. Quand il est tombé, j'étais un marmot. Et du coup, Ok. quand il est sorti, il dit, mais tu as vu, comme il a vu que cet épisode de 94, il avait comment dire, ben, il avait gâché mes études, en fait, tu vois. Donc, lui, il m'a dit, mais tu vas pas rester comme ça inactif, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, moi, j'ai dit quoi? Je dis, regarde, là, on était en juin 95, je suis né en 78, je suis né le 23 juillet 78. Je dis, regarde, le 23 juillet 95, 23 juillet 95, j'ai 17 ans, le 24 juillet, je vais au fort de Nogent. On m'a dit, ok, je dis, laisse-moi tranquille d'ici là. C'est ce qui s'est passé. Après, je suis parti à la Légion. Je suis parti à la Légion, j'ai fait mes classes. À l'époque, moi, j'ai toujours été. Moi, tu as vu les matchs de foot, j'ai jamais regardé. Il n'y a personne qui m'a jamais vu faire en cross. Moi, à l'époque, tu as vu, c'était les filles. C'était ça, astaghfirullah, quand on me pardonne, c'était mon défaut, c'était les filles. Toi, j'étais quelqu'un qui était dans l'affect. Tu connais, nous, on est des Italiens, on est des amoureux, on est des romantiques et tout. Et j'étais amoureux d'une fille, tu vois. Tu as vu, à la Légion, quand tu rentres, moi, j'avais demandé à garder mon nom, mais j'ai changé de nationalité, j'étais luxembourgeois, et tu n'as pas de téléphone. Déjà, nous, à l'époque, il n'y avait pas trop de portable, il y avait le bebop, et il y avait les Ouais. tatous, et les tatous et les tam-tams, les beepers. Mais Oui, tu n'as c'est pas vrai. le droit d'écrire, t'as pas le droit d'écrire pendant 6 mois. Et tu as vu, à la Légion, les premiers temps, tu touches pas énorme tout de suite. Toi, tu fais beaucoup de ménage, ils testent. En fait, ils veulent te reprogrammer. Tu casses ton EFS pour te. Parce Mhm. qu'à la légionnaire, c'est les premiers qu'on envoie au casse-pipe. Eux, eux, ils ne reculent pas devant la mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. du coup, un jour, je nettoie le club des officiers. Je suis en train de nettoyer, je passe le balai. Et j'avais ma croix autour du cou et j'avais la carte de la force. Ma grand-mère, elle m'avait donné. Mhm. Et tu as vu, pendant que je suis en train de passer le balai, ma chaîne, elle sort. Et tu as un adjudant-chef. Il me dit Corso. Corso, ça veut dire Corse. Je dis ouais, un peu. Je dis comme ça. Il m'a dit t'es d'où? Je dis ah, ma famille, elle est de Cargès, tout ça et tout. Il m'a dit tu veux téléphoner? Et tu as vu, ce sera un appel. Tu vois, un appel, il a changé ma vie. J'ai dit, vas-y, donne-moi la carte. Et j'appelle la fille en question et elle pleure. Il faut que tu rentres, tu manques, tout ça. Et tous les matins, il te dit qu'il veut retourner à la vie civile. Et moi, je cogite. Je suis en train de marmiter, je suis en train de marmiter. Ok. Le matin, le matin ils viennent, ils disent qui veut retourner à la vie civile? Et je me mets sur le côté. Mais moi, j'avais été formé. Ça veut dire, normalement, les gens, ils quittent les 3 premières semaines parce que c'est dur. Mais moi, il me Mais restait excuse-moi, Mehdi, mais il n'y a pas un système de contrat normalement quand tu t'engages? 6 mois. Tu as 6 mois pour revenir dessus. Ok. Ok. Un contrat de 5 ans. Tu Ok. arrives, tu fais un mois de tests psychologiques et psychologiques. Tu as psychologique, tu as physique, tu as test aussi, parce que toi, tu as des mecs qui viennent de vous mentir. Avant, ils Ouais. ont pris. Il y a beaucoup de nazis
qui ont été dans la Légion, comme il y a beaucoup de criminels serbes de la guerre qui ont été dans la Légion. Tu vois, la Légion, ça veut dire il y a un truc à la Légion, ça s'appelle la Gestapo. Ça veut dire, par exemple, tu regardes tes cicatrices, ils contactent ton pays, est-ce que c'est un criminel, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, après, tu pars 4 mois en formation dans les fermes à Castelnaudary, tu reviens sur Aubagne et ton régiment d'affectation. Et ça veut dire, moi, il me restait 15 jours et pendant 5 ans, je ne pouvais pas sortir. Je résile le contrat. Maintenant, je résile le contrat. Quand je résile le contrat, mon beau-père, il se fait tuer une semaine après. Donc après, moi, j'ai une période de flottement. Je perds ma mère derrière. Tu vois. Mais moi, je suis sous service militaire encore, parce que l'engagement ne dégage pas d'obligation militaire. Donc, je fais quoi? Je sens que je suis en train de partir, je fais un devancement d'appel de service militaire. C'est-à-dire, je repars à l'armée, dans le génie. Mais comme eux, ils voient que j'ai été dans la Légion, ils me mettent dans un truc bien péchu. C'est-à-dire que je faisais stage commando sur stage commando. J'ai fait Soissons avec l'ALAT, les hélicoptères. J'ai fait Penthièvre en Bretagne, là où ils font. Après, j'ai fait le CNAM à Briançon, qui ça servait pas, où j'ai été blessé. Après, je suis blessé, ils me mettent un plâtre. Moi, tu as vu, je voulais être sergent. Et c'est des sessions. Et ils m'ont dit, quand tu as le pied dans le plâtre, tu dois attendre 6 mois. Moi, je n'allais pas rester un militaire durant pendant 6 mois, tu vois, caporal chef, tout ça. Donc, je fais quoi? Un jour, j'attends, je dis rien, je vais au stand de tir et je fais le fou avec mon FAMAS. Je fais des rêves, tu sais, je fais mes gros jeux écarquillés. L'instructeur, il met son main sur le calme, il me dit, Terranova, comme toi, pose ton arme au sol et tout. Il me ramène à Percy, à Clamart, l'hôpital militaire, et il me renvoie à la vie civile. Maintenant, moi, j'ai ma formation militaire. Et les grands dans mon quartier, parce que moi, j'ai 17 ans, j'ai cette formation, mais il y a les plus grands que nous. Et les plus grands que nous, ils sont dans les braquages, ils sont dans les histoires de règlement de compte, ils ont des armes. Et souvent, ils ont des incidents de tir. Parce que le petit, dans sa cité, il achète un calibre, un Glock, parce qu'il a vu ça dans la Netflix. Le problème, c'est que quand il achète une arme, il laisse les balles dedans. Bon, je ne vais pas donner des détails techniques, ça fatigue le ressort. Ce qui fait que le jour où il s'en sert, ben, la balle, elle s'enclenche mal, elle est mal chambrée. Donc, il y a un incident de tir. Donc, les mecs qui venaient. Et puis, moi, comme j'étais dans le génie, 71e régiment du génie, dans le génie, tu touches des explosifs, tu vois. Ok. Tu as vu, j'ai une formation d'artificier. Donc, après, les grands du quartier, ils venaient te chercher par rapport à ses connaissances, du fait que tu es. Voilà. Au début, il me donnait, ouais, tiens, mon calibre, je l'ai démonté, je l'ai huilé, je l'ai nettoyé, tiens. Après, moi, ils voyaient que j'étais vaillant, tu vois, parce que moi, à la base, il faut comprendre, tu sais, en ce moment, on parle d'un truc dans toutes les chaînes, c'est le racisme anti-blanc. Moi, j'en ai été victime, ça veut dire. Là, tu me vois grand avec une barbe, mais quand vous êtes des descentes, qu'on allait dans d'autres cités, qu'il n'y avait que des Noirs et des Arabes, et moi, tu sais, j'avais une coupe au gel, j'étais gentil, j'étais mignon. Tu vois. J'avais une coupe au gel là-dessus. Ouais, il me disait, tu peux regarder sur Internet, tu mets Rudy Terranova dans Google Images, photo à 17 ans, tu vas voir comment j'étais. Et il dit, bah, on va se faire le blanc de poulet. Donc, je faisais quoi? Ça venait sur moi. Donc, moi, dans ma logique, si tu tires sur un mec, il va revenir, il va te tirer dessus. Donc, moi, je devais être plus sauvage. Donc, moi, j'ai innové, t'as vu? J'allais à Carrefour, j'achetais des hachoirs, je les laissais dans les clavicules, j'allais au bricolage, j'achetais des haches. C'est-à-dire, moi, pour eux, j'étais comme dans les Vikings. Quand les Ragnar Levrock qui descend, je faisais la même. Donc, moi, déjà, il commençait à m'appeler le fou. C'est-à-dire, personne ne voulait avoir affaire avec moi, tu vois. Donc, et tu remarqueras, dans tous les quartiers, tu as toujours une famille ou un blanc qui est fou. Dans chaque quartier, tu as toujours un blanc, il est fou. Tu ne peux pas le raisonner. Et le pire, c'est que, tu vois, même un proche à moi, il me disait, c'est que nous, en tant que. Tu vois, des fois, tu as des musulmans, ils vont être méchants, mais tu as des noirs ou des arabes, ils vont être méchants, mais ils ont des barrières que leurs paroles ont transmis. La vie, c'est sacré, le haram, le halal, tout ça. Mais quand tu as Jeannot, il a grandi avec sa mère célibataire, qui doit être, je ne parle pas pour moi, qui est alcoolique sans emploi, lui, il n'a pas de limite, il s'en fout. Lui. Tu vas lui donner un feu, tiens, va faire ça, il va aller le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut en perdre. Donc, forcément, le degré de folie ça y est. Je parle même pas pour moi, je parle que pour des gens. Moi, je voyais des gens, ils n'ont pas de valeur. C'est-à-dire, ils n'ont pas de valeur de la vie. Donc, eux, ça veut dire, ils sont dans un phénomène d'engrenage et ils sont dans prouver. Moi, j'ai dû le faire. J'ai dû prouver à des gens que j'étais plus méchant qu'eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà. Ok. Donc, si j'ai des bruits, c'est comme un live ce qu'on fait. Pendant qu'on le fait, il y a des gens qui regardent ou ça va pas? Non, du tout. Non, t'inquiète pas, c'est en off. T'entends des petits bruits. Mais je crois qu'il y a des petits bruits qui viennent de ton ordinateur et je crois qu'il y a eu un bruit qui venait de mon iPhone. Ah, ok. Donc voilà. Mais pour reprendre la discussion, Mehdi, en fait, tu nous parlais, ce qui s'est passé avec tes parents. C'était au retour de
de ta première partie en fait dans la Légion étrangère. Ensuite, tu es retourné en fait donc à l'armée, tu es retourné ensuite à la vie civile. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu parlais de braquage, etc. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené ensuite vers ces années de prison? Ben, après, déjà, moi, tu as vu, j'étais impliqué dans ce qu'on appelle un règlement de compte. Tu vois, j'ai voulu régler, à l'époque, ce que j'ai subi comme une injustice. Tu vois, quelqu'un, au lieu, tu vois, si tu mets une gifle à quelqu'un, c'est humiliant. Là, Hmm. si tu mets une patate, tu lui mets un coup de poing, c'est la rue, entre guillemets. Mais la personne, elle m'a giflé, alors que j'étais petit, il était plus grand que moi devant des gens, ça m'a piqué. Et je lui ai dit qu'il m'a fait ça, je lui ai dit, demain, tu vas pas voir le soleil se lever. Moi, je lui ai dit ça. Et à l'époque, tu sais, à l'époque, les fusils à pompe, c'était en vente libre. Donc, on prenait, tu sais, les mecs, à l'époque, c'était les RMI, tu sais, tu sais, l'ancien qui a loupé, là, qui a pas coffré, qui a plus de dents sur son banc, là. On leur faisait Hmm. acheter des fusils à pompe, on lui met les numéros et les déclarait volés. Et les balles, elles étaient en vente à Decathlon. Ce qui était un peu drôle en soi, parce que tu avais des balles pour sanglier avec le slogan à fond la forme dessus, c'est de Decathlon. Tu prends une balle de sanglier, tu vois, la forme, elle est plus trop là. Ouais, Donc, non. du coup, j'avais un fusil à pompe, j'avais pas de balles. J'ai couru à Decathlon à l'époque pour essayer de récupérer des balles. Le Decathlon était fermé. Je suis rentré, j'ai été chez ma petite amie, je me rappellerai toujours, j'ai regardé Ace Ventura en Afrique. Et elle m'a enfermé. Elle m'a enfermé, tu sais, on était au 11e étage, Hmm. tu sais, c'était les tours dans le 20e vers Saint-Blaise. Et je pouvais pas sortir, tu vois. Et ça fait que j'ai cogité. Après, je suis rentré chez moi, tu sais, il y avait le kit de 3 sabres. C'est le kit de 3 sabres que tu trouves dans les trucs asiatiques, là, en décoration. Les Hmm. 3 katanas. Ah ouais. Ouais, je vois. Donc, du coup, j'ai pris un katana. Et après, j'ai été chez lui, mais je savais que si je sonnais, qu'il me voyait, il n'allait pas ouvrir. Donc, j'ai pris la meilleure. À l'époque, je me prenais pour un stratège. J'ai pris la, la fille du quartier, la meilleure copine de sa sœur, Hmm. pour aller chez lui. Et je lui dis, hey, tu sonnes, dès que ça ouvre, tu te mets sur le côté. Ça a sonné, c'est lui qui a ouvert. Je me rappellerai, il était en caleçon. Et je lui dis, t'as vu, je t'ai pas menti. Je lui ai mis un coup de sabre là, là. Et j'allais le terminer, tu vois. Astaghfirullah. Et ce qui m'a sauvé, c'est qu'en reculant, là, il a réussi à fermer la porte, comme c'était des portes blindées, tu sais, souvent dans les HLM. Ça veut dire que j'ai pas pu terminer ce que j'avais commencé. Et voilà, donc après, j'ai été condamné. Et c'est au cours de cette peine que je me suis converti à l'islam, tu vois. Ok. Et t'as fait combien d'années de prison pour ça? Ça, j'ai fait 4 ans. Ok. 3 ans et Ok. demi, 4 ans. Je suis sorti en 2000. D'accord, ok. Et si tu peux nous raconter en fait ton cheminement ensuite spirituel vers l'islam par rapport à ta jeunesse, ce que tu as vécu, etc. Et ensuite, T'as comment vu, tu as perçu l'islam? t'as vu dans l'islam, t'as vu, elle est intrinsèquement liée au caractère de la personne qui rentre dans l'islam. Si tu es quelqu'un de nature douce, tu vas trouver dans l'islam tout ce qui est lié à la spiritualité, tout ça. Si tu es quelqu'un qui est bagarreur ou qui aime la violence, bah, automatiquement, tu vas aller trifouiller dans, j'aime pas ce terme, tu vois, parce que c'est péjoratif, dans la sourate 8 et Hmm, 9. Tu vas regarder le verset 4 de la sourate 47, Mohammed. Tu vois, sallallahu alayhi wa hmm, sallam. Donc, ton caractère, tu vas trouver dans l'islam ce qui est en fonction de ton caractère. Après, l'islam peut changer ton caractère. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Bien que tu vois, hmm, je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, j'ai bon caractère. Mais donc, moi, à la base, hmm. comme moi, la jeune fille que j'avais pris comme complice, c'était une femme noire, ils cherchaient une femme noire. Donc, ils ont surveillé et ils ont trouvé la mère de mes enfants, qui est noire en l'occurrence, sénégalaise. Donc, elle, ils ont été l'interpeller, elle était au lycée, parce que moi, je venais d'avoir 18 ans quand ça s'est Hmm. passé. Et quand ils ont été interpellés, moi, je suis incarcéré après, parce que moi, je n'ai pas dit avec qui j'étais. Et l'avocat me transmet sa déposition. Et moi, je vois la déposition, subhanallah. Alors, elle, déjà, elle s'en fout pourquoi on l'accuse. Est-ce qu'il voulait qu'il soit important, parce que peut-être dans sa tête, elle se dit que ses parents allaient être mis au courant. C'est qu'elle voulait savoir qu'il n'y avait eu aucun contact entre elle et moi. Il n'y avait eu aucun contact Hmm. physique. Rien. Elle a dit, et elle parle du Coran dans la dépôt, ce qui serait problématique en 2025, mais bref, c'est un détail à cette époque. Hmm. Et à la fin, elle dit la phrase, je l'aime, peu importe le temps qu'il prendra, je l'attendrai.
Et je suis comme ça. Et moi, tu as vu, je reçois une lettre de sa part. Elle dit, écoute, elle me raconte, bah, c'est pas que je sais que j'ai la feuille, tu vois. Elle me Hmm. dit, j'ai été auditionné par c'était la gendarmerie. Euh, j'ai été auditionné par la gendarmerie. Moi, je vais t'attendre, mais je te demande qu'une chose, c'est d'embrasser l'islam. Tu vois. Hmm. Et moi, quand on me dit ça, tu vois, je cogite parce que j'ai été élevé toute ma vie dans le catholicisme. Mes parents, ma Hmm. famille, c'est des catholiques de fou. C'est-à-dire, moi, t'as vu, si je mangeais de la viande le vendredi, ma grand-mère, elle a dû casser 54 cuillères en bois sous ma tête parce que je mangeais de la viande le vendredi. Tu vois, Hmm. si je mettais pas à l'envers, tout ça. Enfin, bref, de là, c'est une remise en question. Et comme je t'ai dit, je prends ce Coran et je vois que le Coran, il parle de Mariam et d'Aïssa. Déjà, ça m'adoucit, tu vois. Ok. Je vois la place que ça a. Et, du coup, après, il faut régler un détail médical. L'espèce de circoncision. Premier, ma première guerre avec l'administration pénitentiaire. Il faut que tu saches que la pénitentiaire a changé une loi à cause de moi. L'usage de grenades de dispersement et de flashballs dans les locaux intérieurs, parce qu'en 2004, ils m'ont tiré sur la mâchoire et m'ont ouvert la mâchoire. Attends 2 secondes. S'il te plaît, Asia, tu peux fermer la porte de la cuisine, elle fait des va-et-vient, ça fait du bruit. Asia, tu peux fermer la porte de la cuisine. Ça fait du bruit, du va-et-vient depuis tout à l'heure. Bon, attends 2 secondes. Je me laisse, je ferme la Vas-y, porte. t'inquiète. Vas-y. Tu coupes en montage. C'est bon. C'est carré. Ouais, du coup, donc, moi, je vais voir. Je demande une audience avec le directeur. Et les gens, en général, ils demandent des parloirs, ils demandent ci, ça. Il me dit, qu'est-ce que tu veux encore? Parce que je les ai embêtés déjà. Je dis, là, je veux un truc un peu spécial. Il me dit, tu veux quoi? Je dis, je veux me faire conseiller. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que je vais devenir musulman, il faut que je sois circoncis. Donc, de là, ce qui se passe, c'est que il me dit, non, c'est pas possible. Non, non, non. Je fais quoi? Je descends à la bibliothèque, je prends le code de procédure pénale. Parce que j'aime beaucoup lire. Tu vois. Hmm. Et je vois qu'il y a un article de loi qui il dit chaque prisonnier a droit à toute intervention médicale comme s'il était à l'extérieur. Je paye ça, à l'époque, c'était les centimes. Je paye 20 centimes une photocopie. Je la mets dans le bureau du chef. Il me dit, ouais, mais il te faut l'aval de l'aumônier musulman. Donc, je vais voir l'aumônier musulman. Et lui, il ne me parle pas d'islam. Il me parle de République, de France. C'était l'imam d'Ivry, parce que j'étais à Fleury-Mérogis. Il avait mis le drapeau de la France à l'entrée de la mosquée. Je dis, mais Ok. monsieur, moi, je ne suis pas venu prendre une carte de parti politique. Je suis venu prendre une carte de musulman. Je veux être musulman. Donc, en attendant, avant, j'avais révisé la shahada et tout. Donc, il me fait le Ok. papier. Après, je lui donne le papier. Il me dit, il faut le papier du directeur médical. Je vais voir le médecin. Il me fait le papier. Il m'envoie à l'hôpital de Fresnes. Il me circoncis. Voilà, je fais ma circoncision. Et ça avait fait une ouverture, parce qu'après, il y a eu plein de conversions. Il y avait des entiers, tout ça. Et j'avais ouvert la voie. De là, après, moi, j'ai pas de livre. J'ai la famille. Je ne veux pas dire, ramène-moi le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, Hmm. Riyad Salihin, tout ça. Hmm. Donc, je vois des barbus, comme moi, tu vois, des barbus, le visage un peu lumineux. Je vois, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de visite. Ils partent pour des années. La prison, elle n'a aucune prise sur eux. Alors que dans la même promenade, je vois des mecs, leur cellule, elle est pleine de bouffe. Ils ont des mandats, des Hmm. parloirs, et ils sont pas bien. Et ils n'ont pas des grosses peines à faire. Hmm. Donc, ces frères-là, c'était des gens qui étaient mis en cause à l'époque pour être partis en Bosnie, qui étaient liés au truc qui se passait en Algérie à l'époque, le GIA. Donc, moi, je prends attache auprès d'eux, ce qui est déjà une démarche que je fais pas à contre-cœur, mais sachant que dans ma période de courte armée, j'ai fait Vigipirate. Donc, j'étais censé faire obstacle à eux, tu vois. Et étant descendant de pied noir, se rapprocher d'Algériens qui fustigent la France, tu vois, c'était un peu problématique. Mais j'y vais. Et là, je suis accueilli à bras ouverts. Déjà, je leur dis que j'ai un parcours militaire, ça les intéresse beaucoup. Et après, l'archi, tout ça, ils commencent à me donner des livres, des camis, des taglias, du siwak. Hmm. Et
Et après, je dis, ouais, mais t'as fait comment? Je dis, ouais, j'ai fait la shahada, après, il me la vérifie, tu vois, j'avais fait une petite erreur sur un là. Et je refais, il me dit, ouais, il faut que tu fasses la shahada, on va te faire des gâteaux, tout ça. Je fais la shahada dans la promenade, j'entends un tekbir, je crois même le miracle, le fâché. Ah, Donc, de là, subhanallah. après, moi, je reste avec ses frères, moi, ne me parlait pas de politique. Donc, il me donne des livres. Je me rappelle les premiers livres que j'avais, c'était d'Ahmed Didat, La foi du croyant. Bon, après, j'ai plus pris de lui, hein. Et d'Abou Bakr el-Jaziri, La voix du musulman, le Hmm. Tibir, cher algérien, là, le Tibir. Donc, voilà. Donc, après, moi, comme quand je fais quelque chose, je le fais entier ou je le fais pas, tu vois, moi, il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc. Hmm. Donc, je sors et je dis, oui, je vais apprendre la religion, tout ça. Donc, après, je me retrouve à Londres. Non, astaghfirullah. Je vais à la mosquée Jean-Pierre Timbaud, mosquée Omar, très connue dans tout ce C'est qui est. où? Donc, mosquée Omar, rue Jean-Pierre Timbaud à Belleville. Elle est dans Ok. 60% des dossiers d'affaires islamistes en France dans les années 90 et 2000. Ok. Et de là, après, je vois des frères que j'avais vus en prison, que je revois. Et il y avait un frère à moi qui est mort, il s'appelait Jamel Loiseau, qui est mort de froid dans une grotte à Tora Bora. Il me dit, ouais, il faut aller en Afghanistan. Donc moi, je dis à la patronne, on va là, j'aimerais bien qu'on aille en Afghanistan. Elle me dit, t'as pas vu que je suis noir? Je vais être la seule noire là-bas déjà, parce que tu vois, les noirs musulmans, des fois, quand ils vont dans des pays musulmans qui sont pas noirs, ils sont ostracisés, tu vois. Je l'ai Hmm. vu en Égypte, je l'ai vu en Turquie, je l'ai vu aux Émirats, je l'ai vu en Arabie Saoudite, tu vois. Donc elle me dit non. Donc je fais quoi? Du coup, je pars pas. Après, à la limite, elle me dit, ouais, après, je suis formé militairement, j'ai pas besoin de partir. C'est pour crapahuter dans des montagnes, je l'ai déjà fait, tu vois. Hmm. Donc, du coup, de là, je vais, je vais en Angleterre parce qu'il y a un frère qui est avec moi, parce que j'étais à Châteauroux en CD, tu vois. Je suis sorti de Châteauroux. Ok. Et quand je suis sorti de. Je vois un pouce qui vient sur l'écran. C'est toi qui l'envoie, non? Non, c'est pas moi qui l'envoie. C'est la première fois que je vois ça. Tu me fais rire. Tu l'as vu, toi, ou non? Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est la deuxième fois, je crois. Ouais, Ouais, ça va être voilà. chez toi, ça. Une fois, j'ai rien dit. Deux fois, j'en parle. Trois fois. Ah, peut-être j'ai dit, frère, il veut me soutenir. Merci, Barakallahu fik. Non, non, Et, ça, c'est un truc, faut que tu vois avec ta fille. Je crois que c'est avec le Mac ou là, je sais pas. et du coup, de là, le frère, il me dit rejoins-moi en Angleterre. Je le rejoins en Angleterre. Donc, je me retrouve à Finsbury Park et à Baker Street. À Baker Street, il y a Shira Abu Qatada, le Jordanien, là. Et à Finsbury Park, je suis avec Abu Hamza, le monstre, celui-là qui avait les mains coupées, là, qui s'appelait Capitaine Crochet, l'Égyptien, qui avait un œil crevé, là. Je sais pas si tu Non, vois, ça me c'était. parle pas. Non, Il ça me était parle dans pas. toutes les vidéos de djihadistes à l'époque. Il a été mis en prison par les Américains pour l'attentat qu'ils avaient fait sur un bateau de marine américaine au Yémen. Ok. Donc, je me retrouve là-bas et après, je dis, ouais, moi, je veux, comme j'étais jeune, je n'étais pas encore marié, mais j'étais avec madame. Donc, je dis, je veux apprendre l'arabe et le Coran. Comme ça, après, j'ai l'arabe, j'ai mes outils. Et après, tout le reste de ma vie, je fais ma ibada. Donc, de là, elle m'a dit, il faut aller au Soudan. Au Soudan, tu apprends vite. Il y avait beaucoup d'Algériens, de frères d'Algérie à l'époque, des frères de Lyon, tout ça. Donc, je me retrouve là-bas. Arrivé au Soudan, comme après Tu vas jusqu'au Soudan. Ah, tu vas en Angleterre. Donc, tu vas à Londres. Ensuite, tu vas au Soudan, mais tu trouvais personne en France? Non, parce que moi, c'était. En fait, je voulais. Toi, comme je t'ai dit, je fais les choses en entier. Moi, je voulais pas prendre 4 heures de cours par semaine sur 2 ans. Moi, je voulais Ouais. faire que ça pendant quelques mois, En voire une année. immersion, quoi. Genre, comme si, ouais, Voilà, ok. je suis dans la madrasa. Tu vois, pour moi, l'ilm, la science, tu vois, ça prend dans la sueur et le sable. Ok. Toi, tu as des frères, ils sont dans des universités à Médine ou à Mecca qui sont climatisés. Ils ont fait 5 ans, ils n'ont même pas pris de droïsme, tu vois. Hmm. Donc, du coup, j'arrive là-bas, mais moi, je raconte mon parcours, comme je suis en train de faire avec toi. Donc, eux, ils savent que pour eux, je suis un militaire, un djund, un soldat, ce qu'on appelle l'arabe. Hmm. Et après, à cette époque-là, il y avait la guerre avec des chrétiens. Tu vois, tu avais des ONG financées par le Vatican qui étaient des milices chrétiennes. Et à un moment, il y a une offensive et ils me disent de descendre. Donc, je me trouve sur la ligne de front avec un gilet pare-balles qui sent le feneux mélangé au chevreuil mort depuis 2 ans. Et je me fais blesser. Alors, je suis blessé. Au Soudan, Et là. Là, on est au Soudan. bon, ouais, je suis blessé. Après, je cherche à. Tu sais, en fait, quand je vois, j'ai peur que mon nom il sorte, tu sais, que je me fasse attraper, tu vois. Donc, Mhm. du coup, je me fais rapatrier au Sénégal, vers un périple de plus de 5000 kilomètres, tu vois. Et arrive au Sénégal, je me soigne, et quand ils voient que c'est des plaies par balle, tu vois, comme
je suis proche de beaucoup de familles libanaises où on chasse. Je dis, ouais, c'est un accident de chasse. Donc, point barre, mon pote, c'est accident de chasse. Je me rétablis, puis je reviens en France. Maintenant, dans ma tête, je deviens parano. Ça veut dire, je me dis, je suis peut-être, j'ai été toqué, comme ils disent, ou tapé par soit les Américains m'ont repéré ou les Français m'ont repéré. Donc, je commence à faire des choses. Tu vois, je prends des canettes de bière que je rince. Dedans, je mets du jus de fruits. Tu vois, et je marche dans la rue, j'enlève ma barbe et je marche dans la rue, je bois une canette et c'est du jus de fruits, tu vois. Je mets un casque, du Coran et je fais comme si c'est de la musique. Hein. Et après, je me dis quoi? Je me dis, bah, comme, parce qu'à l'époque, c'était la DST, tout ça, comme c'est des services centraux qui sont parisiens, et je me dis, bah, ils vont pas venir me suivre. Donc, je retourne à Marseille. Mhm. Tu vois, je me mets à Marseille. Et après, à Marseille, je fais un coup. Et de Marseille, je me barre au Sénégal. Je me rebarre au Sénégal. Voilà. Ok. Un autre. C'est-à-dire, tu fais un coup à Marseille. Ouais. Ouais, Après, ouais, parce que tu disais que t'as dit quoi? Tu faisais un coup, t'as fait un coup à Marseille, c'est-à-dire. bah, un coup, à l'époque, je faisais des dabis, je faisais des biches, tu vois. Bah, après, t'as vu, Ok. je me cachais derrière mon petit doigt, parce qu'après, j'avais besoin de manger, tu vois. En plus, je comptais me marier, je Ok. fondais une famille. Comme madame, t'as vu, tu vois, c'est une ethnie qui est très endomique. Je l'arrachais à sa famille, je devais prouver à sa famille que je prenais pas leur fille pour la mettre dans la misère. Donc, je devais lui offrir Ouais. un statut, un confort. Ok. Et après, donc, t'es reparti au Sénégal. Pendant combien de temps? Au Sénégal, je suis resté 6 7 mois. Hein. Ok. 6 7 mois. Pendant le 11 septembre, j'étais au Sénégal. Ok. Ok. Et ensuite, après, t'es revenu en France? Après, je suis revenu en France. Je restais dans Paris. Ouais. Et je restais avec des frères de Clamart. Et après, il y a Mohamed Sifaoui, un journaliste là, qui avait fait un livre sur nous. Les frères Ouais. assassins, qui nous avaient infiltrés avec des caméras cachées, tout ça et tout. Et Mhm. moi, à l'époque, tu sais, il y avait les VHS, tu vois. Et moi, Mhm. j'étais là, j'étais en bonne santé, j'avais la vingtaine. À Starfola, quand j'avais des gars, c'était des éclairs qui sortaient. T'as vu, je pouvais manger le monde. J'étais formé militairement, j'avais des sous. Et je me disais, comment tu peux faire pour aider la Oumma, tu vois? Et à un moment, Mhm. je mets une cassette vidéo et je vois en Tchétchénie le corps d'une sœur calcinée. Je vois que l'armée russe avait brûlé. Et je vois son enfant qui est en train de serrer à la réanimer, tu vois. Et je suis en train de boire un yop. On rappelle un yop à la vanille. Et je me dis, oh, c'est un monafik. Wallah, je me dis, je suis un hypocrite. Je suis là, t'as la Oumma en train de se faire massacrer. Et moi, je vais aller en Tchétchénie, tu vois. Mhm. Je vais aller en Tchétchénie. J'ai le même problème avec madame. Entre-temps, je me suis marié. Et Mhm. après, elle tombe enceinte, tu vois. Et après, au final, ça s'est pas fait. Pour des raisons logistiques. Déjà, j'avais été récupéré, j'avais été aider des frères qui étaient là-bas. J'étais parti en Turquie en 2002. Je leur ai ramené des vêtements et de l'argent. Parce qu'ils étaient partis en Tchétchénie à l'époque du commandant Hattab, tu sais, le Saoudien qu'on voit des fois avec les cheveux ondulés. Et ils n'avaient pas supporté les conditions climatiques. C'est là-bas, il y en a, D'accord. ils faisaient le doigt avec la neige, tu vois. C'est pour ça Ouais. que quand il y a des jeunes qui voient des vidéos avec des anachides, mise en scène, tu vois, c'est très bien les combats, tout ça. Ils ne voyaient pas là avant, ils ne voyaient pas que tu vas sentir mauvais, il n'y a pas d'hygiène. Tu ne vas pas manger des Big Mac tous les jours, tu vas même pas manger à ta faim tous les jours, tu vois. Tu vas dormir, Ouais, une fois, il y a quelqu'un, à l'époque, là, il y avait les départs en Syrie, tu vois. Et, Mhm. euh, et ils voulaient, parce que j'ai des amis qui sont partis là-bas, pas pour rejoindre l'État islamique ou autre, parce qu'ils estimaient qu'ils pouvaient mieux vivre leur foi là-bas. Personne n'allait dire Ok. d'enlever à leur femme, personne n'allait dire raccourcir votre barbe, vous n'êtes pas le camis, tu vois. Et, euh, et du coup, comment ça s'appelle Et du coup, quand je parlais avec lui, un jour, tu sais, pendant que je parlais avec lui, sans qu'il voit, j'ai fait sauter un pétard, là, le pétard un peu haut. Et il a sursauté comme ça, tu vois. Je dis, bah alors, tu veux pas partir faire le djihad? Je dis, bah t'as vu là ce que j'ai fait là. Il y a l'OTAN qui bombarde là-bas. Quand tu vas être en train de dormir ou je sais pas, en train de vaquer à tes occupations, tu vas te prendre un missile d'un drone ou un missile d'un avion. Tu crois qu'ils vont te prévenir et tout? Donc voilà, par rapport à Ok. ça. La réalité n'est pas conforme à ce qu'on voit sur les images. Tu vois. D'ailleurs, tu vois, dans la vie, comme j'ai dit dans une autre interview, il y a ceux qui connaissent la recette des gâteaux, il y a ceux qui font les gâteaux. De quel côté que ce soit, ceux qui ont fait la guerre, en général, ils n'en parlent pas trop.
Ils ne mettent pas ça en avant. Mhm. Ceux qui ont eu à régler des problèmes des armes au poing, contrairement à comment font le rappeur, on ne dit pas ouais, j'ai tiré, j'ai fait ci. C'est pas des choses, c'est pas des choses dont on peut être fier, tu vois. Et souvent, c'est, tu vois, quand malheureusement, parce que des fois, tu n'as pas le choix, c'est que tu as des problèmes, tu peux pas les régler à main nue, parce qu'à un moment, tu arrives à un stade, tu vois, c'est comme le championnat, tu as Mhm. les poulains, les gens ne veulent plus se battre, tu vois. Ben, malheureusement, des fois, ça contre-cœur. La problématique, c'est quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est comme quand tu es en prison. En fait, toi, tu rentres en prison, mais tu prives ta mère, tu prives ta femme, tu prives tes enfants. Et quand Mhm. tu tues quelqu'un, tu fais une veuve, tu fais un orphelin, tu fais une mère qui perd son fils ou un père qui perd son fils. Donc, il n'y a pas que la personne qui est mise en terre Ouais. qui est concernée. Tu vois. Oui, effectivement, effectivement. Euh, Si, Mehdi, tu pourrais nous parler comme ça d'une anecdote, quelque chose qui t'a marqué de tes années de prison. Est-ce que tu pourrais nous la partager là, ici? Quelque chose C'est-à-dire, vraiment quelque chose qui t'a marqué. Parmi toutes ces années de prison, quelque chose qui t'a vraiment, ben, moi, c'est l'anecdote qui a fait qu'ils ont changé une loi me concernant. C'était en 2004. J'étais à l'isolement à Bois d'Arcy. Mhm. Et en fait, c'était les premières années où les téléphones ils commençaient à rentrer. Donc, ils avaient détecté que quelqu'un avait un téléphone, donc ils rentraient la nuit, à 2 heures du matin, ils nous faisaient accroupir, tu vois, ils nous encerclaient, ils nous mettaient un miroir pour voir si on n'avait pas calé ou scotché le téléphone sous nos parties. Mhm. J'ai demandé une audience à la directrice et je lui ai dit, madame, ce que vous faites, c'est une atteinte à ma dignité d'humain. Vous me traitez comme un animal. Et quand on traite quelqu'un comme un animal, il ne faut pas lui reprocher qu'après il se comporte comme un animal. J'ai dit, madame, il y a des radios. Si vous soupçonnez qu'on a un téléphone, ramenez-nous à la radio. À l'isolement de Bois-d'Arcy, il y a 14 cellules. On était 14 DPS. Il y avait des gros Mhm. noms du banditisme, il y avait des noms corses, du nom. C'était à l'époque où il y avait une évasion de maison d'arrêt de Fresnes, donc il y avait des gens, il n'y avait que des gros profils. La directrice, ça m'a dit, vous êtes tous DPS. En termes d'escorte, il faut Mhm. savoir, escorter un détenu particulièrement signalé, non surveillé, un DPS, c'est très cher. Je dis, madame, moi, je vous ai dit que ce que vous faites, ça ne me plaît pas. Vous faites-le, adviendra ce qui pourra. 2 jours après, ils l'ont fait. On s'est tous concertés et on a Mhm. cassé la cellule. C'est-à-dire, moi, j'ai pris le pied de la table, j'ai désossé, j'ai tout éclaté la cellule. Et du coup, un surveillant vient me voir et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben voilà, moi, t'as vu, vous m'avez encore fouillé, je me sens humilié, je ne peux pas rester sans rien faire. Et j'ai dit, mais vois le bon côté des choses. Là, je casse du matériel, c'est mieux que le personnel. Il me dit, OK, je vais en référer, mais normalement, ça devrait bien se passer. Et quand il m'a dit ça, en fait, lui-même savait que ça allait mal se passer. Donc, ils ont fait quoi? Là, tu sais, puisqu'à Bois d'Arcy, c'est entouré de forêts. Et tu as vu, la nuit, quand il y a un faisceau lumineux dans une forêt, ça se voit direct et c'est beaucoup diffusé. Mhm. Et moi, par la fenêtre de ma cellule, je vois tout bleu, la forêt tout bleu. Et à cette époque-là, en 2004, ils avaient créé les iris. Les iris, c'est une sorte de GIGN Wish. C'est-à-dire, c'est comme le RAID, mais Leader Price, mais pour la Ouais. pénitentiaire. Ok. Ils font quoi? Ils viennent, ils coupent l'électricité. C'est-à-dire, il n'y a plus de jus dans tel étage, ils coupent l'électricité. Parce que tu vois, des fois, ils avaient peur, comme on avait des plaques, ils avaient peur qu'on Mhm. mette une casserole d'eau à bouillir pour les ébouillanter à l'ouverture, tu vois. Ouais. Donc, eux, ils coupent l'électricité, comme ils savent que même si on a une casserole d'eau qui est prête, ils vont attendre le temps que ça refroidisse, s'il y en a une, tu vois. Mhm. Donc, ils viennent, et moi, je suis au milieu de l'aile. Et toutes les portes avant moi, j'entends des détonations. Et j'entends des cris humains, j'entends des bruits de matraque, pas de matraque, de bouclier en plexiglas et tout. Mhm. Et moi, j'entends à côté, j'entends que ça crie, et je suis le prochain. Et il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire, je sais que je vais aller au carton. Donc, je fais quoi? Je renverse, parce qu'après, comme tu pars en transfert, eux, ils aiment bien Mhm. mettre de la javel dans tes vêtements. Je renverse tout ce qui est liquide. Voilà. Je fais 2 rakats, je mets un camis, je mets un musc, j'envoie mon Coran, parce que j'avais fait un trou pour pas qu'il le saoule. J'envoie mon Coran, et je dis au frère, je dis voilà, il y a ça, ça va charger, prévenez ma famille. Et je prends le matelas et je me roule comme un maquis, là, comme un sushi, tu vois, comme avec l'âne. Et ils ouvrent la porte. Et d'abord, je vois, ils ouvrent la porte, ils cherchent à me charger avec le bouclier. Et moi, j'arrive à Mhm. mettre un chassé, je les repousse.
Mais quand je les repousse, moi, ce que je veux, c'est m'échapper dans le couloir. Et je vais au fond du couloir, comme ça, ils ne peuvent pas venir par derrière. Et après, tu as vu, au bout d'un moment, je ne suis pas Superman. Hmm. Mais tu as vu, j'essaie d'en maîtriser le maximum. Donc, comment ça s'appelle De là, ils arrivent à refermer la porte et je l'entends, ils font un plan. C'est comme les Romains quand ils veulent attaquer le village d'Astérix et Obélix. Ils font un plan et je vois, il fait quoi? Il ouvre la porte et je vois un gonard, il jette un truc et il referme la porte. Je me dis, il fait quoi? Et je vois le truc qui tombe et j'ai le réflexe de m'accroupir et c'était une grenade à billes de dispersement. C'est comme jette dans les mains. Ça fait comme les popotes, ça pète. Ouais. Et j'ai mal aux oreilles. Et là, il re-rentre. Et le mec, il revient avec le bouclier, mais il fait quoi? Il fait un pas de côté, et l'autre derrière, pah, il m'allume. Je tombe direct comme ça, je m'évanouis, il me porte comme une valise, il me ligote, hein, et Ouais. il me met tout nu. Et ça, Wallah, al-Azim, je peux te donner des témoins. Même j'ai mis en story là dans mon Insta, il y a un frère qui en parle, parce qu'ils Hmm. entendaient dans les autres bâtiments. Ouais. Ils soulèvent mon matelas dans le mitard. Déjà, ils ont vidé tout le mitard. Parce que le mitard, il y a 14 cellules. Ils ont vidé tout le mitard, ils ont mis tout l'isolement au mitard. Ok. Ils m'ont dit tout nu jusqu'au lendemain. Ils ont enlevé le matelas. Ils m'ont scotché. Tu as vu le scotch marron que tu mets dans les côtes de déménagement? Ouais. Ouais. Ben, ils ont fait un rôti de veau comme ça. J'étais comme Ah ça. ouais. Et le matin, tu sais, je vois tu sais, les poils dans mes pecs. Je vois plein de sang collé, tu sais, des cailloux de sang. Hmm. Et je sens un courant d'air comme ça. Et tu sais, j'essaie de mettre ma main et je suis ouvert. Et je vois que quand je parle, ma mâchoire, elle bug, tu vois. Ouais, subhanallah. Et je dis aux surveillants, je dis, vous avez vu là, quand vous allez ouvrir, le premier que je vais attraper. Ils ont fait quoi? Ils ont été malins. Tu sais, il y a des surveillants, subhanallah, des maghrébins, souvent. Des fois, comme tu as toujours les mêmes surveillants, je leur apprenais à faire la salade, je leur parlais de djinn, tout ça. Il y avait un surveillant, ils avaient vu que je l'aimais bien parce qu'ils observent tout, ils ont des fiches, ils notent tout. Si tu fais du sport, si tu manges, si tu es propre, si tu vas à la douche, et t'es scruté. Même la couleur de ton caleçon, les céréales que t'aimes, ils connaissent. Ils ont été chercher ce surveillant qui était de repos. Il est venu en civil pour me ramener à manger. Et comme j'arrivais pas à manger, ils m'ont ramené des briques. Tu sais, des briques aromatisées qui donnent aux mecs qui ont le cancer ou qui ont le sida en fin de vie. Et du coup, euh, ils viennent et ils me disent, ouais, tu dois passer en commission de discipline. Parce que tu vois, tu as le prétoire. Tu as un tribunal interne à la prison quand tu commets des infractions, bagarre, détention Hmm. stupéfiant, fabrication d'alcool, bruit, tout ça, insultes et tout. Je dis, ouais. Je dis, mais j'y vais tout nu. Je dis, comment? Vous m'avez laissé tout nu. Et comme je savais qu'il y avait des femmes directrices, tout ça, je dis, ben, je vais aller tout nu là-bas. Il m'a dit, non. Je dis, ben, si vous estimez que je dois être nu, je vais aller nu là-bas. Ils m'ont dit non, ils m'ont fait un truc par défaut et je savais que c'était 45 jours. Et de là, j'ai été transféré à Fresnes. J'avais pris 45 jours et Ok. j'avais surveillant. Le directeur, je dis, ah, t'as vu, je porte pas plainte pour ça, mais je porte pas plainte parce que j'ai cassé la cellule. Il m'a dit, vas-y, tranquille. J'ai dit, mais là, comme j'ai pas touché de surveillant, je fais pas 45 jours. Il m'a dit, fais 15 jours si tu tiens pas. Et j'avais été recousu. Ils m'avaient ramené le menu à Versailles. Ils avaient pris tous les policiers de la zone. Et tu sais quoi, je me suis mangé un coup de crosse. Tu sais, ils avaient des vieilles guitares, des mitraillettes, des Beretta, là. À un moment, j'étais sur le brancard, j'étais pas bien. J'ai voulu me relever. Comme ça, et j'étais menotté avec des entraves. Et ils m'ont mis un coup comme ça. Et ils m'ont fait plein de trucs médicaux. Pareil, en 2008. Non, en 2010, 2011, j'ai eu une appendicite, c'est à l'isolement à Fresnes. Et c'est le RAID ou la COTEC, là. Ils ont une compagnie spéciale d'escorte, là, Hmm. un nom comme ça, là. Avec la BI et tout, ils m'ont ramené et les policiers, ils ont dû tout désinfecter, leurs armes, leurs matraques et tout. Il a dit, nous, on rentre dans le bloc, tant qu'il n'est pas endormi, on ne le laisse pas. Et j'ai dû faire ma douche médicale devant eux, que des humiliations comme ça. Et j'ai pris une affaire aussi une fois parce que j'ai tapé un surveillant, parce qu'un surveillant qui a manqué de respect à ma femme. Et pendant l'intervention, il y a un surveillant m'a mordu. Ce qui fait que sur ma fesse, j'ai la marque de la morsure d'un surveillant. Et tu as vu comme ils sont tellement malhonnêtes. Et tu as vu, des fois, ils sont prêts à leur propre jeu. Quand je suis passé devant ce fameux prétoire, je lui ai dit, il y a un de vos surveillants, il m'a mordu. Il m'a dit, non, mais c'est pas possible, ça doit être ton co-détenu en CILI. Je dis, monsieur, vous avez votre dossier. Je suis dans une association de malfaiteurs. Je suis tout seul en CILI, je suis en division, j'ai pas de co-détenu. Et je suis pas contorsionniste, je viens pas du circuit d'air pour mordre tout seul. Ouais. Enfin bref, donc voilà. Non, moi, je leur ai fait des guerres phénoménales. Par exemple, moi, à l'époque, je n'étais pas musulman. La première Hmm. fois,
Moi, je savais pas. Moi, ma mère, tu sais, elle me faisait pas avec la prison, parce qu'eux, ils ont tout fait. Ils me disaient, ah, tu vas aller en prison, il y a des gens qui vont te taper, ils vont te violer. Et tu vois, et moi, dans ma tête, je pensais que c'était comme aux États-Unis, on mangeait tous dans une cantine, alors qu'on te ramène le manger dans ta Hmm. cellule, tu vois. Et le premier parleur me dit, donne-moi ton caleçon. Je vois, oh. Il m'a dit, donne-moi ton caleçon. Donc, je me dis, ah, tu veux me voir nu, ok. La semaine d'après, j'ai continué du beurre de cacahuète, de la dacatine. Je Hmm. l'ai mis proche d'un endroit que le soleil, proche d'un endroit de mon corps que le soleil n'éclaire jamais. Et tout le parloir, j'étais sur une fesse comme ça. Je crois que j'ai défourné. Et après, quand je suis venu, il m'a dit donne-moi le caleçon. Je lui ai donné le caleçon avec le beurre de cacahuète et le sourire, il allait vomir. Comme ça. Et après, ils m'ont plus jamais mis de caleçon. Ouais, subhanallah. Et après, D'ailleurs, ouais, c'était devenu un passe-temps. Parce que si j'avais pas cette guerre avec eux, je pense que j'aurais câblé. Parce que tu as beaucoup de mecs qui. J'ai vu des bonhommes, des soldats devenir fous, manger des camisoles chimiques, terminer en HP. Et moi, cette ouais. guerre avec eux, cette haine, elle me maintenait en vie. Tu vois, des fois, je leur faisais. Une fois, je me rappelle, j'avais vu le film Transporteur. Tu sais, quand il fait la bagarre, qui met de l'huile, là. Tu te rappelles l'huile de vidange? Je sais pas si tu te rappelles de ce Ah, passage. je me rappelle plus, non, non. Ouais, À un j'avais moment, vu. à un moment, il fait une bagarre, il est dans un garage. Et Ouais. il y a un bac d'huile de vidange, il met ses mains, il se met de l'huile partout, ça fait quand ils veulent l'attraper, il glisse. Moi, je leur ai fait la même chose avec de l'huile d'olive. Après, il m'a attrapé qu'une couverture. C'est Hmm. comme ça, la couverture, elle ne glissait pas. Il me ramenait au mitard. Mais d'ailleurs, parce que tu as vécu beaucoup, il y a eu beaucoup d'années de prison, tu as vécu beaucoup de choses qui ont été très dures. Euh, tu as écrit un livre. Il faut rappeler aussi aux viewers que tu es aussi auteur. Tu as écrit un livre et c'est une biographie. Pour rappel, ce livre, il s'appelle Converti. C'est bien ça. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment c'est une maison d'édition qui t'a proposé l'écriture de ce livre ou alors c'est toi-même qui as proposé tout simplement ta biographie? Si tu peux nous Non, c'est raconter un petit peu la moi. genèse. À l'époque, il y a eu des maisons d'édition qui m'ont proposé, mais là, eux, c'est moi qui les ai contactés. Tu vois, Ok. parce que à l'époque, il y avait, parce que c'est Jérôme Pierrat, parce qu'après, il a pas voulu qu'il y ait son nom sur le livre, elle est sur la page intérieure. Parce qu'il y avait eu, c'est lui qui avait fait les livres avec Redouane Faïd. Après, il avait eu des problèmes parce que Redouane Faïd, après Hmm. l'édition de son livre, avait été remis dans des affaires judiciaires. Donc, il a eu cette crainte. Donc, à Ok. la base, mais t'as vu, moi, c'est le titre, tout ça, c'est pas moi l'histoire. Islam radical, catholicisme. Parce que dedans, mon texte n'a pas, l'essence même du texte n'a pas été changé. Mais il y a eu beaucoup d'adoucissement, tu vois, de choses qui ont été mises. Tu vois, j'ai pas eu la main sur tout. Même la couverture, c'est pas moi qui l'ai choisi, tu vois. Mais cette maison Ok. d'édition, à la manufacture du livre, celle qui a fait la majorité de tous les voyous qui ont fait leur vie, qui ont écrit leur vie, tu vois. Mais moi, ce livre, je ne l'ai pas fait, c'est un outil pédagogique. Parce que moi, je m'estime en dette vis-à-vis des jeunes. C'est-à-dire, moi, j'interviens au niveau des jeunes. Parce Hmm, qu'il y a un j'allais frère, venir. il y a un frère, je ne sais pas si tu vois dans les réseaux, il s'appelle Youv. Je ne sais pas si tu as dû le voir. Oui, Juve 9-3. Non, Youv 78. 7-8, pardon. Je me suis trompé. Oui, oui, je l'ai en ami Insta. On avait déjà parlé ensemble. Voilà, ben Youv, c'est lui qui m'a dit ben, pourquoi tu fais pas ça? Mais Oui. un jour, on parlait. Et tu sais, on voyait les petits, comment ils. Parce que des fois, il y en a, ils ont vu notre parcours, tout ça, alors qu'au final, il n'y a rien d'enviable, tu vois. Et c'est une vie de chien qu'on souhaite à personne. Si c'est pour vivre 10 ans comme un joueur du PSG, pendant 30 ans, tu tires la langue, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, il a dit, donc après, j'ai commencé à aller avec lui, je l'accompagne, il m'accompagne dans des endroits. Et ce qui est bien, c'est que notre histoire personnelle, lorsqu'on intervient sur des rixes, est un exemple. Parce qu'il faut savoir que lui et moi, on était voisins d'entrée. Il faut savoir que sa famille est originaire du village de la famille de ma femme au Sénégal. Et il habitait au 2 et 4. Nous, on habitait au 4 et lui, il habitait au 2. Il faut savoir on voulait s'assassiner mutuellement. C'est-à-dire pendant une période, le matin, il partait, il prenait son arme, moi je prenais mon arme et on tournait et le premier qui tombait l'un sur l'autre, on allait s'allumer. Et après, alhamdoulilah, je suis rentré en prison, il est rentré en prison, on a pris de l'âge, on est devenu papa et on s'est retrouvés, tu vois. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, tu vois, qui est bien et que pas forcément tout le monde comprend, mais c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Quand il t'aime, il t'aime. Mais quand il t'aime pas, il t'aime pas. Ok. Oui, parce que là, on est parti un petit peu plus loin. En fait, je voulais en parler. Il y a eu la sortie de ton livre. Il y a la sortie de ton livre qui est sorti en quelle année?
Il est sorti en 2019, hein, je crois. Mais moi aussi, c'était une explication parce que j'ai été victime d'une erreur judiciaire. Tu vois, j'ai été accusé d'avoir tiré sur un avocat pendant 5 ans et demi. La police avait fait tout Quel, un... quel avocat? Karim? Ouais, carrément chouette. Bon, après, moi, j'ai pas du tout à nommer parce que j'ai aucun lien avec cette personne, bien que lui, toute sa vie, pendant des années, il a versé des torrents de boue sur moi, on salit sur mon nom et mon honneur. Alhamdulillah, c'est un remis, qadar Allah, tu vois. Ok. Et, voilà. Est-ce qu'il y a eu un objectif avec ce livre? Est-ce que tu parlais de fait d'envoyer en fait un message, tu parlais de dette envers les jeunes. Donc est-ce Après, que moi, voilà. vas-y. Après, moi, l'objectif, c'était de montrer un parcours de vie. Je dis pas qu'il est bien. Comme je t'ai dit, moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les cartes que j'ai eues. Et c'était de raconter mon histoire. Après, les gens Hmm. libres de l'aimer, libres de pas l'aimer, libres de la croire, libres pas de la croire. Encore, j'ai édulcoré, j'ai pas tout mis, tu vois. Parce qu'on est arrivé, tu sais, des fois, il y a des gens, même moi, quand je passe en jugement, une fois, je passe en jugement, le président de la cour d'assises, il a dit, il a regardé, il a dit, mais alors que j'avais la vingtaine, hein, il m'a dit, vous avez vécu d'un cinquantenaire, vous avez eu 10 000 vies. Je dis, ah, mais je n'ai pas choisi, monsieur le président, tu vois. Et des fois, je dois me brider. Parce que si je raconte des histoires, Hmm. tellement que les gens ne sont pas habitués, on dit, ah, vas-y, mon, lui rajoute, tu vois. Parce que Hmm. déjà, dans les cités, il y a cette mentalité un peu, tu vois, les gens, ils t'aiment Ouais. bien quand tu es en niveau, dès que tu les dépasses, c'est une petite haine. Et Hmm. ils vont devoir passer dans une belle voiture. Dans sa tête, dans son logiciel, il ne va pas dire c'est sa voiture. Il va dire, il a fait Hmm. un leasing, c'est une loc. Tu vois ce que C'est je une veux blague. dire? Ouais. Ok, ok. Parce que ouais, il y a eu parce que nous avons parlé. Alors c'est vrai qu'il y avait un an ou un an et demi quand on parlait d'Éric Santerre-Cartier. Hmm. Et ensuite t'as refait en fait un passage en prison. Ouais. T'es ressorti il y a pas très longtemps. Exactement. Donc, pourquoi ce passage en prison à mon grand âge? Je ne pensais plus aller en prison. Du coup, j'ai mon fils qui se baladait dans la ville où j'habite. Il a été contrôlé par la BAC, ces fameux équipages de policiers ingénieurs qui ont vu mon fils et ils aiment bien faire les cow-boys. Donc, mon fils, lui, lui aussi de son côté, il a une petite rancœur puisqu'il est petit, il voit le GIGN, le RAID et autres brigades casser la porte et le braquer dans son lit, tu vois. Donc, lui, il veut, c'est pas qu'il leur vaut une haine particulière, mais moins il les voit, mieux c'est. Il veut pas avoir affaire à eux. Donc, lui, estimant qu'il n'a rien à se reprocher, ils n'ont pas insisté, prend son nom. Donc, ils voient Terra Nova en deuxième nom, tout ça. Et après, ils prennent son téléphone, ils le jettent. Et, et lui, comme il raconte ça, c'est comme, je sais pas t'as quel âge, mais moi, à mon époque, il n'y avait pas beaucoup de métis. Maintenant, il y a des métis partout. Tu vas Hmm. à Mantes, au Eurotrap, il y a même des nouvelles ethnies, des Sénégalais, Marocains, des Maliens, Algériens, quoi. Ils ont fait une ethnie Westaf maghrébin. Du coup, moi, j'ai dit, ouais, ils ont dû te confondre avec un métis de ton âge, qui fait, parce qu'ils sont tous habillés pareil, les petits, ils ont des jogging Hmm. Nike, des TN, ou je sais pas quoi, là. Et du coup, j'ai dit, ouais, non, j'ai dit, non, non. Ils ont dit, sauf c'est qui? Ouais, ton père, c'est un tel. Ton père, on attend juste qu'il fasse un délit de fuite, qu'on l'allume, qu'on le fume. Ta mère, c'est la noire qui est pas voilée. Ils ont insulté ma mère. Quand même, moi, je suis un impulsif, tu vois, méditerranéen. Ouais. Quand même, je fais quoi? Je prends le téléphone, j'appelle le commissariat d'où j'habite, j'ai, là, c'est M. Terranova. Vous avez fait ça, ça, ça. Je vous explique le topo. Je prends mon jogging, mes baskets, là, je bois mon café, je regarde mon épisode, j'arrive, je casse tout dans le commissariat. Après, ils essayent de me raisonner. Moi, je suis en feu. Je Hmm. raccroche le téléphone, je bois mon café, je dis, vas-y. Je vais les rappeler, ouais, tranquille, je vais aller avec mon fils, on va essayer de régler ça au comico. Et ils envoient quoi, comme la BRI, là, le peloton, la compagnie d'effraction, je sais pas quoi, ils éclatent la porte. Et ils fouillent chez moi, ils trouvent un calibre, tu vois, un 9 mm. Ok. Et là. Là, je suis déféré. Non, à la base, je m'explique tout ça. Il me dit, ouais, sûrement, tu vas avoir un jugement, mais connaissant la haine du procureur de Versailles qu'il a contre moi, parce qu'il faut savoir qu'en 2020, il y a un article dans le Parisien, là, quand il dit une figure du grand banditisme, là, c'est un procureur. Pareil, eux, ils cassent ma porte. Ils ont même cassé chez le voisin. Eux, ils viennent, ils éclatent tout. Alors qu'ils connaissent mes habitudes, ils pourraient m'arrêter au feu, ils pourraient m'arrêter dans la rue. Non, eux, tu sais, ils veulent rentrer dans le domicile. On dirait, ils veulent voir nos femmes sans voile, tout ça.
Tu vois, ils cherchent, ils titillent. C'est ça que j'ai dit. Je dis, vous êtes là, vous savez. Provocation et humiliation, ouais. Ouais. Je dis, du coup, il me dit, bah, sûrement, tu vas avoir une convocation. Il me dit, non, non, finalement, tu passes en coopération immédiate. Quand j'arrive là-bas, comme c'est le week-end, le tribunal est fermé, ça veut dire, je dors à la maison d'arrêt et j'ai un numéro d'écrou, ce qui est beaucoup plus facile pour glisser en prison parce que c'était déjà immatriculé. Donc, j'arrive, il demande 2 ans ou 18 mois, je prends 8 mois. Et là, j'arrive, je retrouve des potes à moi, des amis de 20, 25 ans. Et du coup, je vois la population pénale. Oh là là, catastrophique. Que des clandestins et des gamins. Mais les gamins, de notre époque, tu sais, moi, à mon époque, les dealers, ils avaient des commerces, des montres, des voitures, de l'argent, ils voyageaient. Maintenant, en 2025, on a même des dealers, ils ont pas de drogue. C'est incroyable. C'est-à-dire, nous, notre période, si on loupait la douche, on cassait la porte, on se battait avec les surveillants. Eux, ils ont pas de douche, ils s'en foutent. Et c'est pas un problème. Tant qu'ils ont à fumer et qu'on leur jette de temps en temps leur flash dans une bouteille en plastique, ils sont bien. Et on n'a vraiment pas les mêmes priorités, les mêmes objectifs, tu vois. Ok. Mais ça t'a fait quoi quand t'es retourné, en fait, donc du coup, pour ces 8 mois en prison, est-ce que t'as pas eu ce sentiment de dire, déjà, est-ce que tu as regretté ton geste du fait d'avoir réagi, en fait, à l'instant T, ou est-ce que tu t'es dit, j'ai rien à faire là, en fait, ça y est, je suis passé à autre chose, ou... Bien sûr que j'ai regretté, tu vois, mais quand ça touche à ta chair, tu vois, quand ça touche à ta chair, c'est autre chose. Après, quand je suis arrivé là-bas, bon, après, beaucoup de gens me connaissaient via les réseaux. Il y a même des surveillants, ils s'envoyaient les vidéos entre eux, tout ça, et tout, tu vois. Mais après, voilà, c'est la prison, c'est comme ça. Moi, tu sais, je pars du principe que j'ai grandi là-bas, j'ai fait 15 années. Donc, la prison, tu peux me mettre. Je l'ai fait, hein, tranquille. Un peu moins sur une jambe, parce que voilà, j'ai dépassé la quarantaine. C'est pas glorifiant, la prison. C'est une perte de temps. Mais est-ce que tu as un message à nos jeunes qui pourraient donc glorifier que ça soit enfin, des profils du grand banditisme ou alors est-ce que certains rappeurs prônent dans leurs textes qui n'est plus ce que prônaient les rappeurs des années 90. Est-ce que tu as un message à leur faire passer? On parlait de Netflix, etc. tout à l'heure. Mais déjà. T'as vu, nous, on est musulmans. Mm. Il y a Sourate les poètes. Dans la fin des versets, il nous dit quoi comme verset? Il lui dit ce qu'ils ne sont pas. Les rappeurs, c'est comme des poètes. Il faut savoir que la majorité des rappeurs sont très gentils. C'est des gentils garçons. Hein, tu as beaucoup de rappeurs qui sont, par exemple, parce que tu as beaucoup de Congolais, tu as beaucoup de rappeurs congolais, ils sont là, ils rappent cagoulés, mais ils vont à l'église le dimanche. Ils sont à l'école, et c'est triste parce qu'ils vont d'une vie qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Et les jeunes, comment ils n'arrivent pas à faire la part des choses? Un mec qui rappe, il dit j'ai tué, j'ai ramené une tonne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et t'as pas fait une garde à vue, il y a un problème. Donnez-moi le nom de vos avocats, s'il vous plaît. Après, tu as des rappeurs qui ont du vécu. Moi, j'ai des frérots, c'est des rappeurs, ils ont été dans la rue. Mais c'est comme les poissons volants. Tu vois, les poissons volants, ça existe, mais c'est minoritaire dans les poissons. Tu vois. Et c'est dommage, tu vois, parce que c'est les rappeurs, et il n'y a pas que la nouvelle génération, tu as la génération intermédiaire. Ils ont matrixé. Comme les chanteuses R&B maghrébines, elles ont matrixé. C'est quoi maintenant les, les jeunes filles noires au staff, elles doivent ressembler à Aya Nakamura, et les jeunes filles maghrébines, elles doivent prendre les chanteuses d'R&B maghrébines. Non, c'est pas comme ça, soit pour les jeunes filles noires ou arabes, musulmanes ou thaïlandaises ou quoi. Leur exemple, c'est Aïcha, Radjuna Ala, Hafsa, Maïmouna, Rokia. C'est ça leur exemple. De changer le référentiel, de changer les Bien, modèles, bien effectivement. sûr. Mm. Ok, en tout cas, barakallahu fik. Et aujourd'hui, Mehdi, quels sont tes projets? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que c'est toujours d'actualité, de fait de sensibiliser aussi? Je vais reprendre un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on Hein. parlait il y a plus d'un an? Concernant en fait tes projets de sensibiliser dans les quartiers concernant les RICS, par exemple? Ben, en fait, tu as le point commun entre le banditisme, le, le djihadisme, entre guillemets, et la prévention, c'est que dans tout ça, je suis toujours resté un électron libre. Donc moi, je suis pas structuré. Tu vois, j'interviens sous, sous le couvert d'une autre association. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc, c'est que je fasse une association
C'était en cours, mais la problématique, même, tu sais, même dans le cinéma, j'avais des projets ou des séries pour l'adaptation de ma vie, tout ça. Mais dans tous ces milieux, les gens, ils promettent la lune, mais ils donnent jamais la fusée pour y aller, tu vois. Donc, il y a ça, il y avait je devais réécrire un deuxième livre qui était un manuel de prévention pour les risques et pour la récidive. Donc, voilà. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que ça va porter ses fruits parce que tu voulais, oui, créer l'association, etc., faire le tour aussi des prisons. Je voulais l'appeler résilience. Parce que souvent, les gens ils disent, ouais, repenti. Moi, je suis pas dans la repentance, je suis pas un repenti. Un repenti, c'est un terme très péjoratif quand tu as été quelqu'un qui a été dans la rue, entre guillemets. Même des C'est-à-dire. résilients. Un repenti, ça veut dire en gros, tu as trahi tes gens. Même le statut de repenti, il existe. Quand tu te repentis. Après, dans les musulmans, dans l'islam, le repenti, le tawba, c'est un autre domaine. Mais quand dans le judiciaire ou dans la rue, quand tu Ok. dis un repenti, c'est très mal noté. Tu vois, d'autant plus que moi, j'ai eu des problématiques où des policiers, ils ont voulu me mettre des étiquettes que j'avais pas, ils ont voulu me faire tuer, tout ça, tu vois. Même récemment, il y a une histoire, je sais pas si tu avais dans les réseaux, où, je sais pas, pour moi, si c'est un service spécialisé ou quoi, ils ont voulu me faire un boulot, me proposant de m'en prendre à l'avocat de Benjamin Netanyahou. Je sais pas si tu avais passé ça dans les réseaux, là, Non, j'ai pas vu. j'ai été mis en garde à vue, tout ça. Moi, pour aller dans leur jeu, parce que je sais pas ce qui est à l'origine de ça, parce que tu vois, le contact dans lequel c'est venu, c'est pas tout le monde qui peut y rentrer. Donc j'ai Mhm. fait quoi? J'ai été voir la personne, j'ai dit voilà un tel, parce qu'ils se sont présentés sous l'étiquette de l'US-Bollah, je sais pas quoi. J'ai été le voir, je dis un tel, il veut te tuer. Comme ça, s'il y a un problème, il est au courant. Et, Mhm. et après, comment ça s'appelle en gros, j'ai fait mon devoir de citoyen. Comme ça, il peut pas me la faire à l'envers. Et Ok. après, lui comme eux, tu sais, ils aiment bien brailler. Après, ça fait tout un tas de marche, que ça en a parlé sur BFM, ça en a parlé sur les chaînes israéliennes, en disant, Récemment, là? J'ai pas vu. c'était l'été, parce que les gens, ils étaient en Ok. vacances. Ok. Et disant, oui, un membre du grand banditisme, un ancien djihadiste a été mandaté pour assassiner l'avocat de Benjamin Netanyahou, tout ça. Donc, voilà. Ah, ils ont voulu te mettre dans une sauce mayonnaise. Ah, Ok. là, la sauce qu'ils m'ont mis, là, elle est pire que mayonnaise. Sauce mayonnaise, sriracha, algérienne, samouraï, harissa, hein. Tabasco, tout. Tabasco aussi. Poivre de Ceylan, même. Sauce chili. Ah ouais. Alors, une petite question. Ta famille, tes Ah, amis, ton ah, entourage, est-ce qu'ils te ah. soutiennent aujourd'hui? Et est-ce que ça t'a, si oui, est-ce que ça t'a aidé pendant toutes ces années? Ben déjà, là, parce qu'on a oublié l'épisode, là, donc fais-moi des doigts et demande aux frères ça me faire des doigts. Il y a un jugement qui passe pour la réparation. Quand je me suis fait tirer dessus en 2024, là, Oui. Si pour ma part. tu peux nous l'expliquer, tu peux recontextualiser. Ben, reconstituer, recontextualiser. Recontextualiser. Ouais, j'ai besoin d'un orthophoniste. Je suis un peu fatigué aussi. En fait, j'étais dans les Hauts-de-Seine, j'attendais un de mes neveux qui habite là-bas. Un individu, il est venu vers moi et il m'a demandé si j'étais musulman. J'ai dit oui. Moi, j'ai cru qu'il allait me poser une question sur l'islam. Après, j'ai senti une pression. Tu sais, comme quand on appuie quelque chose sur la cuisse. Au début, j'ai cru qu'il voulait me voler mon portefeuille. J'ai entendu une détonation. Il a tiré. En partant, il a dit vive Bardella, on est chez nous. Et après, moi, j'ai voulu, le premier réflexe, je voulais lui courir après parce que d'après la détonation, j'ai vu que c'était pas un gros calibre. Mais après, dans ma tête, Ouais. je me dis, il a peut-être tapé l'artère intérieure, je vais me vider de mon sang. Donc, j'ai rejoint mon fils dans la voiture. Et après, il a appelé les pompiers. Au début, comme il connaissait pas la zone, il voulait qu'on reparte dans les Yvelines. Je dis non, surtout pas, parce que avec mon étiquette, ils vont croire que c'est un règlement de compte et tout, et ça n'a pas Hmm. loupé. Donc au début, c'était la police locale, après il y a la brigade criminelle qui a géré. Eux m'ont dit directement, il n'y a pas d'agression, c'est un règlement de compte entre voyous. Après, dans mon entourage, il y a eu une blague en disant, ouais, je me suis tiré dessus moi-même, ou des choses comme ça. Ça, c'était un peu drôle, moi, ça me fait mal, puisque il y a des petits qui l'ont cru en le Hmm. propageant. Sachant qu'eux, ils ont fait les constatations scientifiques. Dès qu'ils t'attrapent, ils prennent la poudre, ils ont pris tous mes vêtements, tout ça. Donc, si quelqu'un il se tire dessus, ils voient avec la poudre que c'est toi qui as tiré dessus. Euh, Excuse-moi, je suis un peu fatigué. T'inquiète pas. Et du coup, tu as vu, toute proportion gardée, je me suis retrouvé un peu dans le cas d'une péripatéticienne, tu vois, d'une escorte ou d'une actrice de film pour adultes se plaignant de viol. Parce que pour eux, tu Hmm. vois,
Si un voyou se fait tirer dessus, je suis pas un plombier, donc ça veut dire que c'est automatiquement un truc qui ne Ouais, se t'as passe pas. l'impression l'étiquette euh, du fait que tu faisais partie du grand banditisme te colle donc à la peau et du coup on t'a déshumanisé. T'as Bah, subi un toi, acte islamophobe, tiré dessus. quand tu vas dans Google et tu tapes grand banditisme français, tu vas dans images, c'est ma tête qui sort en premier. Moi, je me reconnais pas dans ce milieu, hein. T'as vu, je me reconnais pas dans cette étiquette. Moi, j'ai fait des actions, tu vois, j'ai fait Mhm. des actions, ils ont mis ça dans ça, mais je m'en reconnais pas. Ouais, donc catégorisé. Je me revendique pas de ce milieu, parce que quand tu regardes, il y a plus, peut-être à une époque, ce fut un temps, il y avait des loyautés et tout ça, mais c'est fini. Mhm. Et même tes potes, ils vont t'envoyer des mandats quelques temps, et après, c'est la vie, hein. Ils vont faire leur vie, ils vont faire des gosses, tout ça, et puis toi, voilà. Mhm. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'apaise, Mehdi, aujourd'hui? Le jean, mes enfants et mon chat. Je l'ai vu tout à l'heure. Ok. Mais après, quand tu me dis que mon épouse, elle n'est pas d'accord, tu vois, que je fasse tout ça dans les réseaux, tout ça, elle n'aime pas trop, elle est Ok. discrète, tout ça. Après, moi, je ne les fais pas dans un souci de reconnaissance ou de faire du buzz ou, tu vois, d'être influenceur. Moi, c'est vraiment un outil, parce que moi, à la base, bah, Insta, bon, j'ai 10 000 abonnés, mais t'en as, ils ont des dizaines de millions, ils m'ont donné une certif, je ne l'ai pas payé. Mais moi, c'était dans le contrat d'édition, je devais faire des réseaux sociaux pour appuyer, Mhm. tu vois. Donc, Ouais. En tout cas, on mettra le lien si ça te convient. On mettra le lien de ce livre-là. Il est toujours disponible sur Amazon. ouais, elle est toujours disponible. Et Donc c'est ben, toujours d'actualité. On peut mettre le lien en fiche le lien, description. le lien, il est dans ma bio. Le lien, il est dans ma bio de mon Ok. Insta. Ok. Donc, voilà. Ok. Oh. Quel message tu pourrais maintenant faire passer à la communauté musulmane aujourd'hui au vu des actualités récentes? Déjà, je voudrais faire passer un message à ceux qui ne sont pas musulmans et qui ne nous aiment pas. Je voudrais faire appel à votre intelligence. Quand tout ce qu'on reproche aux musulmans, ce n'est pas les musulmans qui en sont à l'origine. Parce que vous parlez souvent de la viande halal qu'on égorge. La viande cachère aussi, on égorge. C'est pour ça que les musulmans, ne vous affolez pas. Ils enlèveront jamais l'égorgement en France. Le grand rabbinat de Paris nous protège. Comme quand c'est Allah qui nous protège, mais la cause, ça va être le grand rabbinat de Paris. Comme quand comment il s'appelle l'ancien Premier ministre François Fillon, là, celui qui est toujours triste. À un moment, il voulait se lancer dans une démarche, on va arrêter la circoncision pour les enfants, alors que c'est obligatoire aux États-Unis pour tous les êtres humains mâles. Oui, on ne demande pas la vie, tout ça. Et là, la brigade l'a rattrapé. Il y a eu un message officiel, un appel du grand rabbin de Paris. François, attention, nous aussi on Attention, s'est tu euh, dit, Moïse et Simon, déconne pas, François. Il n'a plus parlé de ça. Les atteintes à la laïcité, vous en voulez, pas de problème. À Vincennes, il y a un tribunal rabbinique qui rend des décisions religieuses, notamment pour tout ce qui est héritage et divorce. Ces décisions religieuses sont validées et actées par le TGI de Paris. On demande à manger halal dans les cantines. J'invite tout le monde à appeler la PHP, n'importe quel hôpital de Paris. Il y a des repas cachers mis en place. Lorsqu'on dit fatwa, vous savez, les médias ils ont tellement fait leur boulot que fatwa égale condamnation à mort. Alors que fatwa, ça peut être pour un dentifrice qu'on se mêle le halal. Est-ce que voilà, c'est pour pas rappel. une atteinte à la laïcité que la mosquée de Paris a établi une fatwa qui est dans tous les tiroirs des gynécologues obstétriciens de l'APHP de Paris, autorisant les femmes musulmanes à avorter? C'est une atteinte à la laïcité. Mais la problématique est la suivante, messieurs, dames. C'est que vous savez, il y a un grand sociologue qui s'appelle Emmanuel Todd qui a dit que les démocraties occidentales sont agonisantes. Moi, dans les années 80, c'était les socialistes au pouvoir. Et on disait quoi? L'armée rouge va venir à la Concorde. Maintenant, comme l'a dit André Malraux, ministre de Charles de Gaulle, au micro de l'Assemblée nationale, post-seconde guerre mondiale, il est monté et il a dit la phrase suivante. Vérifiez, je vous y engage. La seule chose qui pourra souder les démocraties occidentales, c'est la lutte contre l'islam, pas la lutte contre les islamistes. Il n'y avait pas Al-Qaïda, il n'y avait pas Daoula à l'époque, contre l'islam. Et c'est ce qui se passe. On tape sur le musulman d'HLM. Mais la princesse Al Saoud qui privatise Hermès sur les champs
et qui Ça arrive va. en Rolls-Royce fantôme et qui a le niqab, on lui dit rien à elle. Voilà. C'est ça qui me faisait rire à l'époque quand Sarkozy se plaignait, Monsieur Nicolas Sarkozy qui se plaignait des Mm. barbus, de la polygamie, tout ça. Ben, dans Neuilly, tu as la mosquée des Qataris et des Saoudiens. Leurs femmes, elles mettent le niqab. Mais eux, ils vont en Bentley, en Rolls-Royce à la mosquée. Hein. Que veux-tu? On n'a pas les mêmes moyens. Quant à la Oumma, sur vos enfants, vous avez des droits et des devoirs. Lorsque je vois des pères qui sont émerveillés, qui disent ah, mon fils, il connaît toute l'équipe du PSG, mais il connaît aucun tabé, aucun sahaba, et même, je ne sais même pas s'il connaît les quatre khalifs, vous avez des devoirs et des obligations. C'est instruire l'islam à vos enfants. Quand il y a eu les départs en Syrie et en Irak, revenons en arrière, les parents des partants d'origine maghrébine, je ne parle pas des convertis, ils ont tous dit la même phrase. Je ne comprends pas que ma fille ou mon fils sont partis en Syrie et en Irak. On leur a jamais parlé d'islam. Ben oui, mais la problématique, c'est que le musulman, vous savez, le musulman, tôt ou tard, même s'il n'est pas dans l'islam, il voudra revenir aux sources. Et comme actuellement, le plus grand savant en France, c'est Cheikh Google Ibn Yahou, ce qui fait il va aller dans Internet, il va tomber sur la mauvaise personne. Donc, si vous éduquez vos enfants dans l'islam, moi, je sais que mes enfants, ils tomberont jamais dans ça, parce que depuis qu'ils sont petits, on leur a appris le tawhid, on leur a appris le Coran, la langue arabe, voilà. Barakallahu fik. Ouais, en tout Merci cas, merci pour ces rappels, même pour les non-musulmans, voilà, pour déconstruire certaines choses. la problématique, c'est que là, c'est pas de l'antisémitisme, je veux parler de textes religieux. Mhm. Dans le Talmud, on dit que Jésus est le fils d'une prostituée adultérine et que nous, dans l'islam, la femme la plus parfaite, c'est Mariam, alayhi salam. Posez-vous les bonnes questions. Mhm. Ouais. Parce que quand on dit que le voile, il est problématique, Bernadette Chirac, elle a fait des autorisations pour que les bonnes sœurs elles gardent leur voile sur leur pièce d'identité. Pareil, tu te rappelles les histoires des créneaux de piscine? Ouh là là, Ouais. les Ouais, c'est- méchantes femmes musulmanes, elles veulent des créneaux de piscine. La problématique, c'est Dominique Strauss-Kahn, vous savez, le fameux épicurien, j'utilise un euphémisme, qui avait autorisé les créneaux de piscine pour les femmes juives à Sarcelles. Mhm. Ouais. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut arrêter de croire que tout ce qui se passe, c'est à cause des musulmans. Parce que si l'islam, intrinsèquement, elle était violente et elle a appelé à tuer tout ce qui n'est pas musulman, on est plus nombreux, vous serez tous morts. Je ne parle pas en France, je parle dans le monde. Mhm. Voilà. Ok, barakallahu fik. Et par rapport à l'actualité, parce que l'actualité, on manque pas d'actualité, je pense que tu as un petit peu suivi tout ce qui se passe. Ben, après, la problématique, tu parles de l'actualité de quoi? Par rapport au conflit israélo-palestinien. Moi, tu as vu, je vais transgresser une de mes règles. Je ne parle pas d'El-Wakia, ce qu'on appelle l'actualité, comme la sourate qui s'appelle l'événement. Déjà, moi, je vais parler aux Juifs, clairement, les Israéliens. C'est pas que je compte la présence des Juifs en terre d'islam. Si vous remontez, que vous êtes honnête dans votre propre histoire, là où les Juifs ont le mieux vécu, c'était à Médine, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense pas que les Juifs sont malheureux au Maroc ou en Tunisie. En Algérie, ils ont été chassés dans la mesure où ils ont collaboré. Enrico Massas, il a participé à la guerre contre les FLN, donc c'est normal qu'ils ont gardé une rancœur contre eux. Mais du coup, si toi et moi, on va place Vendôme, devant Cartier ou devant Van der Cleef, t'as vu? Devant une joaillerie, et je te dis, hey, Jolapé, prends une parure, je te la donne. Tu vas me dire quoi? T'es toc-toc, toi, la parure, elle n'est pas à toi. Donc, comment on pouvait justifier une terre qui appartenait, qui était aux Anglais? Ça veut dire les gens qui ont donné Israël, c'est les Anglais, ils ont donné une terre qui leur appartenait pas. C'est comme si toi, je marche dans la rue, je saisis une voiture du doigt, et je dis, prends la voiture, elle est à toi. Ça veut dire que tu peux pas dire qu'une terre qui t'appartenait pas, qui t'a pas été donnée par les autochtones est légitime. Et leur histoire que oui, ça appartenait à nos ancêtres, c'est une terre promise, tout ça. Les Cananéens, ils étaient là avant eux. Les Hébreux, ils ont eu 400 ans. Et génétiquement, ils ont fait des études. Les descendants des Hébreux, c'est les Palestiniens. Il y a des Hébreux qui sont devenus musulmans, il y en a qui sont restés juifs, il y en a qui sont devenus chrétiens. Tu comprends? Et tu peux pas dire qu'un mec. Et la problématique, c'est qu'à la limite, c'est même pas les séfarades. Hein. C'est tous ceux qui ont fait le drame des Palestiniens, Netanyahou, Ariel Sharon, Moshe Dayan, Oui, c'est les Ashkenazes. c'est des Ashkénazes. C'est-à-dire, toi, tu es russe, tu n'as aucun lien, aucun parent qui était dans.
toi, tu viens et tu viens nous dire, que la terre, elle est à toi. Donc, ça veut dire demain, les Italiens, ils peuvent venir à Paris et dire, ben, Lutèce, nous, on avait des arènes, on était là. Tu vois ce que je veux dire? Puis les Perses aussi, ils peuvent aller en Inde, ils étaient là-bas il y a 5000 ans. Tu vois? Mais la problématique, c'est que les Arabes, ils se sont mis d'accord pour être jamais d'accord. Ouais. Tu vois? Ouais, Parce c'est pour qu'ils ont. ça qu'ils sont ils sont en toute puissance aujourd'hui. Tu regardes les voisins, tu regardes tout le monde. Beaucoup de pays en fait ont normalisé leur relation avec Israël. Et puis Ah, ça, il tu y a des regardes tous les écouteurs pays. branchés. Ah, tu Et tu... m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais. Attends 2 secondes. Vas-y. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Ah Tu ouais, m'entends? ouais, désolé, ma fille, elle avait branché ses Bluetooth sur l'ordinateur. Ouais, pas de souci, t'inquiète. Maintenant, Et la problématique, et ouais. je vais parler, et là, il y a des gens qui vont pas faire plaisir parce que tu vois, tu sais, nous, les plus grandes insultes, les plus grandes remarques désobligeantes, c'est pas des Français, parce que le Français, là, quand il voit à la télé, à chaque fois qu'il y a un méfait qui commet une émeute, tout ça, il concentre tout, il montre que c'est un musulman. Tu vois, il est humain. Tu vois, après son cœur, c'est comme si demain, je te donne un exemple, il y a des rouquins, ils vont en Algérie. Et tous les rouquins, ils volent et on les montre toujours à la télé. Ben, les Algériens, ils vont pas aimer les rouquins. Et ce qui est logique, tu vois. Donc, ce ressenti, c'est par rapport à ce qui a été commis par les imams, parce que les musulmans ne sont pas tous exemplaires. Tu comprends? Maintenant, pour le côté palestinien, c'est bien free, Palestine, les pastèques, tout ça. Mais vas-y, demande à la Palestine, on la récupère. On met quoi là-bas? Ils veulent mettre quoi là-bas? Le socialisme, la démocratie. Nous, les musulmans, on se bat pour la ilaha illallah. On ne se bat pas pour un périmètre. On se bat pour que la parole d'Allah soit la plus haute dans nos terres. Donc, si les gens ils se battent pour récupérer la Palestine et pour mettre Karallah, Karasulullah, Kar les Sahaba, alhamdulillah. S'ils se battent pour la Palestine pour qu'il y ait un jour comme à Tel Aviv, ils sont battus pour Israël, on y trouve la Gay Pride ou je ne sais pas quoi, non, ça va aller. Je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, franchement, je te remercie. Je te remercie vraiment pour ta réponse positive à mon appel, à la participation en fait à cet épisode de l'émission VPSM. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, je marche au cœur et à l'affect. Tu vois? C'est-à-dire quand quelqu'un ça passe. Moi, j'ai fait Légende, l'épisode il n'est jamais sorti. Parce que tu vois, ils ont voulu manipuler. Oh, bah oui, j'ai fait Légende. Ok. L'épisode il n'est jamais sorti. J'ai pas les gens. Eux, ils font les gentils, ils font les mecs amicaux, mais ils sont très droites, ils sont vieille France. Tu vois. Si tu remarques, ceux qui ont donné la parole à Le Pen, ceux qui ont donné la parole à tous les gens d'extrême droite ont promis. Donc voilà. Parce que quand tu es musulman et que tu as une barbe, il faut que quand tu ailles là-bas, tu dises oui, faut que tu cautionnes tout ce qu'ils veulent cautionner. Parce que tu vois, la problématique, c'est que nous, on est tranquille, on boit notre café, on nous demande de nous justifier pour un tel. Mais quand Andrés Breivik, là, il a tué 72 personnes dans les pays scandinaves, il a fait au nom du catholicisme. On a demandé à l'évêque de Paris de s'expliquer, de s'excuser. On a demandé au Vatican de condamner. Ouais. Parce qu'ici, ils sont dans des carcans. Quand ils disent oui, le voile, de regarder sur Internet, moi, la numéro 2 de la marine, dans l'amirauté, c'est les amiraux. La deuxième amir de la marine australienne, c'est une indienne, une pakistanaise, c'est une voilée. Donc à un moment, il faut arrêter. Quand tu vas en Angleterre, quand une femme devient policière, ils leur donnent le voile. Et ici, ils ont jusqu'à été dire, oui, on ne peut pas conduire avec le voile, ça bloque dans les angles. Ouais, non mais en fait, il y a tellement de choses à dire. Là, après, on peut pas le faire sur un autre terrain. C'est qu'ils disent oui, mais c'est qu'ils parlent des choses, mais ils sont ridicules parce qu'ils sont tellement bêtes quand ils parlent. Quand ils parlent du burkini ou du voile, ils disent ouais, c'est comme si je me balade tout nu. La problématique, c'est que tu vas, il y a des plages nudistes au Cap d'Agde. Tu as des zones en France où tu peux te balader tout nu. Ouais. Il y a des zones en France où tu peux te balader tout nu. Donc, à contrario, pourquoi il n'y aurait pas des zones en France où tu peux t'habiller comme tu veux? Non mais oui, non mais effectivement, c'est comme je dis souvent, la France est toujours en train de montrer du doigt en fait l'Iran qui force les femmes à se voiler, mais la France force les femmes à se dévoiler. Donc au final, oui, on est en face en fait d'une hypocrisie. Si tu veux rentrer dans le débat, l'Iran, les chiites, c'est pas des musulmans pour moi.
Te la Romini, c'est pas un Non, mais tu musulman. m'as compris, dans le sens où, voilà, il montre en fait du doigt un contraire. Mais... Elles mettent mal, parce que la majorité font dépasser des mèches, mais qu'elles mettent et qu'elles ne mettent ouais, pas, c'est un ouais. kiffer. T'as vu, l'islam, elle a beaucoup de pays ennemis. Mais même aux États-Unis, à Washington, il y a une mosquée sunnite. La seule ville au monde où il y a une mosquée, où il y a une loi qui interdit les mosquées sunnites, c'est Téhéran. C'est Téhéran. Arrêtez de croire que les chiites, les Hezbollah et leur toutou du Hamas, c'est vos frères, c'est pas vos frères. Les chiites, quand ils rentraient en Syrie dans des villes et qu'il y a une femme qui s'appelait Aïcha ou une enfant qui s'appelait Aïcha, qui s'appelait Abou Bakr, Omar, il les tuait, il les mettait dans des fours, il les tuait sur place. Selon comment tu t'appelles, il tue les chiites. Les chiites, c'est les plus grands ennemis des musulmans. Wallah, il n'y a pas d'arrangement avec eux parce que dans leur dogme, ils kéfèrent Omar, Abou Bakr et Othman. Oui, là, avec précision, on parle des Shia Rafida, c'est ça? Rafida, après, il y a 14 tribus. Il y en a une seule sur les 14 qui disent qu'il est un peu musulman. Et il faut rappeler qu'il y a une tribu, ils ont un bandeau écrit « Tu es un sunnite, tu rentres au paradis ». Et pour ceux qui vont faire l'Omra, s'il y a au cimetière de Baqi, il y a la police à l'entrée, c'est parce que les Shia, ils allaient sur la tombe d'Aïcha jeter des détritus. Donc, vous ne vous trompez pas d'ennemis. Les Shia et le Hezbollah, ce n'est pas nos amis. El-Wala wa el-Bara. Il faut se désavouer d'eux. Barakallahu fikum. Ouais, fake. Et oui, comme tu reparlais aussi on parlait de l'islam, on parlait en fait des musulmans, on parlait de la France, etc. Il faut savoir que un musulman qui parle à la télévision, en fait, sa permission, elle n'est jamais neutre, tu vois. Tu parlais de légende. Donc effectivement, en fait, si tu es un bon musulman pour eux, tu dois être un musulman républicain, tu dois être un musulman qui doit se justifier pour tout et n'importe quoi. Et tu as pris des exemples très précis. Mais nous, alhamdoulilah, on est dans un média dans lequel on discute sans filtre, il n'y a pas de pression. En plus, des choses islamistes qui ne sont pas islamistes. Tu crois qu'un musulman qui fait des khrouettes, des exagérations, il veut que sa femme elle a un voile Nike pour aller faire un footing? Tu crois qu'il veut que sa femme elle mette un burkini pour aller à la piscine où il y a des gens? Est-ce que tu veux que même que sa femme elle sorte de la maison? Les durs. Tout ce qu'on a fait. Et quand ils disent oui, les islamistes, ils votent. Non, on ne vote pas. Nous. On n'est pas pour la démocratie. Moi, je vote pas. Alhamdoulilah, et que personne vote. Nous, que c'est la droite, la gauche ou le descendant de Louis XVI, ça ne change rien pour nous. C'est tout. Juste qu'ils ne fassent pas des lois. Nous, le musulman, on ne demande rien à personne. On ne demande rien à personne. On veut vivre dans notre coin. Voilà, comme l'histoire des boucheries halal. Quand on entend, c'est une offre, une demande. C'est pas trois boulahiyas qui sont partis avec un couteau, voir Robert Tripier, ils vont lui dire t'arrêtes les côtes de porc. C'est une offre, une demande. Si vous mettez tous les Arabes et les Noirs au même endroit, si dans l'endroit il y a une boucherie qui vend des côtes de porc, il n'y a pas de demande. Donc automatiquement la boucherie va devenir halal. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et pour les boycotteurs là, parce que je vois beaucoup de vidéos, oui on va à H-Market, arrêtez de sucer votre pouce. H-Market c'est Carrefour. Je répète, la répétition. La pédagogie, c'est la répétition. H-Market, c'est Carrefour. Encore une fois, H-Market appartient à Carrefour. Effectivement, je crois qu'ils ont acheté 10% du capital, donc effectivement, ça appartient à Carrefour. Donc, c'est bien de le rappeler. Parce que c'est vrai qu'on se laisse trop avoir, nous. En fait, il faut savoir que les musulmans, ils ont aussi un poids économique, mais nous avons aussi un pouvoir. Il faut être aussi logique dans ce que nous faisons en termes de consommation. Effectivement, ce que tu viens de dire, je m'inscris en porte-à-faux. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Qui a le marché halal? Qui c'est qui a la charcuterie halal? Isla Delis, c'est qui avait ça? Non, je sais. Non, mais c'est pour ça. Je veux dire, on a un pouvoir. Ouais. Mais tout ça, c'était pas dans des mains de musulmans. Il n'y a que maintenant, on commence à se réveiller avec AVS, Shahada, le frère Bilal, il est de vos jours aussi, qui a à Tanger, qui a Shahada, tout ça. Le frère qui s'appelait Moussa, c'était un frère, tu as vu, ils l'ont calomnié. Parce que c'était un juif converti qui a étudié à Médine, qui s'appelait Moïse. Il s'appelle Moussa, maintenant il a fait son usine d'Aroxer, je ne sais pas quoi. Tu vois? Donc voilà, il faut que nous, on vende nos produits. Il faut que nos produits, ça revienne. Il faut qu'on contrôle, oui, il faut qu'on contrôle 100% du business halal. Mais je le dis souvent, c'est pas normal que nous, en tant que musulmans, on contrôle que 60% du marché halal. Mais le sens inverse, ça n'existerait pas. Déjà, avant, tu vois, avant de mettre la charia avant les deux, assurons-nous que le halal soit halal. C'est tout. C'est vrai.
C'est vrai. Et même sur l'émission, je disais, elle contrôlait de la mosquée de Paris. Je te jure. Faut arrêter au bout d'un moment. C'est vrai en plus, hein. Fleuret Michon, c'est le. En tout cas, Barakallahu fik pour cette interview. Wafik Et barakallah, Mehdi. j'ai souvent des commentaires désagréables par rapport à ma conversion ou à mon passé ou à ci ou à ça. Les haters, je vous fais des gros bisous. Qu'Allah appelle. Amin. Assalamu Alors, alaikum. Ah, attends, vas-y, je Mehdi, une dernière question. Je peux pas te laisser partir comme ça. Pour tous mes ah, invités, pour tous mes invités, en fait, c'est le concept de l'émission, c'est OVPSM pour on va pas se mentir. Donc c'est le début de la phrase, on va pas se mentir, et toi tu la complètes. On va pas se mentir. on va pas se mentir que pratiquer l'islam en 2025 en France, c'est très très dur. Voilà, c'est pour le mot de la fin. Barakallahu fik, Mehdi. Je place en fait aussi un petit mot aux viewers. Donc c'est important en fait. Au VPSM, c'est plus qu'un média. C'est pas que mon média, c'est notre média, c'est notre média. Donc partagez, likez, commentez. Et si vous voulez soutenir en fait le média, vous pouvez même ne serait-ce qu'avec 1 € par mois sur Tipeee, partager à fond parce que les autres ne vont pas nous faire à notre place. N'oubliez pas, nous sommes musulmans. C'est compliqué et nous subissons l'islamophobie, la discrimination la plus féroce en France et deuxièmement nous subissons aussi l'invisibilisation aussi de la part de beaucoup d'autres. Donc donner du poids à ce type d'émission c'est très important. Donc voilà, barakallahu fikum. À une prochaine, Et, Inch'Allah. et une Oui, dernière Mehdi. parenthèse, les médias, si vous laissez nos femmes tranquilles. Toute la journée, vous parlez des femmes musulmanes, vous invitez jamais une femme musulmane. Et par Allah, je prends Allah témoin, quand vous dites que la femme musulmane en France, c'est une femme soumise, c'est que vous connaissez pas la femme musulmane. Ne vous inquiétez pas qu'il n'y a pas de femme soumise en France. La femme musulmane en France, donc dans la France, même qui est mariée, elle respecte son mari, elle aime son mari, mais croyez-moi que quand il y a une décision importante à prendre, c'est elle qui la prend. Ça veut dire à la maison, c'est pour elle. C'est-à-dire le musulman, entre guillemets, doit être un lion à la maison et un agneau à la, non, un agneau à la maison et un lion dehors. Hmm. Ah, c'est l'Éden, c'est leur la Ouais, salade. effectivement, pile au bon moment. Allez, barakallahu fik, salam alaikum. Magnifique. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.